On se retrouve aujourd'hui avec Juliette Belfiore. Bienvenue à toi. Donc, Juliette, on s'est connus à un événement, donc le NFT Day à Mmh, Montpellier. ça. Donc, ça remonte à il y a un an, je crois, à peu près. Et Non, c'était au mois de juin. c'était au mois de juin. C'était il y Oui, a un ça an. va. C'était il y a un an. Ah oui, c'est vrai. Bref, le temps passe vite quand on est Ouais, le temps auteur. passe. Et justement, j'aimerais vous présenter aujourd'hui Juliette, qui est donc auteur et qui a justement écrit un livre sur le crypto art. Et en fait, elle a écrit ça il y a, je crois, ça fait combien de temps que tu as fait ça? C'était il y a 3 ans, non? C'est ça que tu as Ah commencé? ben, je vous raconterai après la Le genèse, détail, mais c'est le vrai que ça a cheminement, ouais. commencé en 2019. Donc vraiment avant qu'on en parle vraiment dans les médias aujourd'hui, avant que ce soit devenu plus démocratisé et plus commun. Et du coup, en fait, on a discuté de tout ça bah, justement cet événement à Montpellier. Et entre-temps, bon, on a gardé contact et j'ai trouvé intéressant justement de partager ce que tu fais sur la chaîne, car ça rejoint un petit peu on va dire, le manifeste justement de la chaîne YouTube. Et ça rejoint un petit peu mon état d'esprit sur le marché de l'art et celui que j'aime justement, euh, sur lequel j'aime communiquer sur la chaîne YouTube et sur les différents médias comme mon journal ou ma newsletter, etc. Donc voilà, on va commencer comme ça. J'aimerais que tu me présentes un petit peu ce que tu as fait et pourquoi est-ce que tu as écrit quelque chose sur le crypto art. Comment est-ce que tu en es arrivé à là? Un petit peu me parler de ton cheminement artistique. D'accord. Déjà, je le présente. Est-ce que vous le voyez? Parce que j'ai Ah, t'as le flouté. fond. Ouais. Ah, là, on le voit, ouais. Là, c'est bon. Voilà, c'est Hacking à Hong Kong, qui est disponible en librairie actuellement depuis le 9 mars. Donc, vous pouvez le commander dans toutes vos librairies. Comment j'ai commencé? Peut-être que je peux parler de la genèse de ce livre. Bien sûr, oui. Alors, Hacking à Hong Kong. Alors, moi, déjà, de mon côté, j'ai toujours écrit. J'ai toujours eu des carnets, j'ai toujours écrit. Depuis toujours, j'écrivais des pensées sur la société ou des petits poèmes, mes réflexions du jour, tout simplement, mais rarement une histoire. Je me suis rarement lancée dans une histoire du début à la fin. Et pour ce livre Hacking, donc c'était en 2019 à peu près, j'avais une scène dans la tête. En fait, ça a commencé vraiment avec une scène comme une scène de film. C'était un homme et une femme qui étaient dans un avion Paris-Hong Kong. Et ils se rencontrent. On a la conversation. Bon, bah, qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Pourquoi ils sont dans ce vol Paris-Hong Kong? Comment ils s'appellent? Tout ça. Et donc ils s'apprécient bien, on va dire, même un peu plus. Et en même temps qui se parlent, on a leurs pensées et on voit que l'homme et la femme mentent. Surtout, ils mentent sur leur prénom, ils mentent sur pourquoi ils vont à Hong Kong et sur leur métier. Mais le lecteur ne sait pas pourquoi ils mentent. Donc voilà, ça a démarré juste avec cette petite histoire, cette scène vraiment très très visuelle que j'avais un peu justement à la cyberpunk avec les lumières de nuit, avec les vues aériennes, tu vois, des villes et tout ça. Et je me suis dit, bon, cette scène-là, elle est vraiment très présente, il faut que j'en fasse quelque chose. Et en fait, ça a commencé comme ça. Bon, on retrouve pas exactement, donc, pour la petite info, donc toi, tu l'as lu, le livre, tu viens de le finir, c'est ça? Donc, J'ai eu 2 semaines pour le finir et c'est très bien passé. Ça se lit ouais, vraiment facilement et c'est très agréable. Ouais. ok, bon, 2 semaines. Ouais, Attends, c'est vrai que, je vais quand même le montrer parce que ah, là, toi les gens aussi, vont tu pas l'as, me ouais, ouais, croire. la preuve. Voilà la preuve, hein. Regardez, il n'y a plus de marque-page et les pages sont un Ok. petit peu entamées, donc ça veut dire que j'étais ouverte et chacune. Mais si jamais vous voulez vérifier, ben, vous viendrez chez moi et vous allez regarder par vous-même. Ok. Et, euh, Et donc, on ne retrouve pas exactement cette scène-là dans le livre parce que ça a été Hmm. modifié entre-temps, mais ça ouvre quand même sur le vol Paris-Hong Kong. Ça commence avec le personnage principal dans un vol Paris-Hong Kong. Et en fait, on était en 2019. Moi, à l'époque, je travaillais en tant que salarié et à plein temps. Et je me suis dit, bon, ça se passait pas très bien. Je me suis dit, bon, je vais arrêter, je vais avoir 2 ans de chômage et je me lance dans l'écriture de ce livre. Je me lance, je le fais bien, je le fais jusqu'au bout, je l'envoie à des éditeurs et il va être publié. En gros, je me suis dit, je me suis lancé ça en challenge et je me suis dit, j'ai 2 ans, large. J'ai Ça, pris des c'était billets en fin 2019. 2019, voilà. Et D'accord. j'avais déjà cette idée, bon, non, on en reparlera un peu plus en détail, mais cette idée de
de crypto-monnaie, d'achat d'œuvres en crypto-monnaie. Donc l'Arcoin, je parle de l'Arcoin à l'époque, je ne sais pas si je disais Arcoin déjà, mais je savais déjà que je voulais faire quelque chose autour de ça. Parce qu'à l'époque, c'était le Bitcoin qui arrêtait pas de monter. Moi, autour de moi, j'avais quand même pas mal d'amis qui étaient des crypto-collectionneurs, enfin, qui étaient des Bitcoins, je sais pas comment on dit, des investisseurs en voilà, Bitcoin. des investisseurs, je cherchais ça. Dont un ami qui était vraiment à la pointe sur ces sujets-là. Moi, je suivais un petit peu, j'avais acheté un peu de Bitcoin à l'époque, tout ça. C'était la période un peu faste, on va dire, 2019, avant que ça retombe là, plus récemment. Mais je me disais déjà qu'il y avait quelque chose à faire avec une monnaie pour acheter des œuvres d'art, donc l'Arcoin. Euh, donc, fin 2019, je me retrouve au chômage, tout va bien. Je prends des billets d'avion pour Hong Kong parce que voilà, je savais que la moitié du livre se passerait à Hong Kong. Euh, et là, là, comme tout le monde, il y a eu le Covid, hein. Donc, j'ai commencé à voyager, mais tout s'est arrêté donc en février. Et pour la petite histoire aussi, je suis tombée enceinte. Donc, les 2 ans se sont réduits à 9 mois. Donc voilà, j'avais 9 mois pour écrire le livre. Et bon, ça tombait aussi bien que ce soit le confinement parce que du coup, on avait moins d'obligations, j'ai pu écrire tranquillement. Mais j'ai écrit avec Google Earth, beaucoup, beaucoup de Google Earth pour la description des rues, même, je sais pas si tu sais, mais sur Google Earth, on peut voir des photos panoramiques que les gens prennent de lieux, de l'intérieur des lieux. Donc, par exemple, pour décrire des cafés à Hong Kong, des fois, je faisais des Google Earth pour savoir la couleur du canapé en velours rouge, des Ah petits oui. détails que je pouvais Mm. pas avoir n'ayant pas pu aller sur place. Ça, c'est Donc voilà. une superbe astuce, ça. Honnêtement, quand tu peux pas trop te déplacer et que tu Et as ouais, vraiment un point de curiosité à regarder, comme tu dis, ouais, sur Google Earth, tu as des petits points où tu peux voir une vue c'est ça, 360. C'est ça dont tu c'est ça. parles? C'est super. C'est vraiment. Mm. Et puis, tu as même des vues de building. Donc, tu peux aller, s'il y a des personnes qui ont pris des vues panoramiques du 20e étage, et ben, tu as la vue, donc tu peux un peu décrire. Enfin, D'ailleurs, j'ai une question. ouais. Tu vois, dans le bouquin, à un moment, tu parles de Lama Island. Du coup, tu y es Mm. allé ou tu l'as fait à la Google Earth? Non, non, ça, j'y suis allée. Ah, ça va alors. J'y suis allée, c'était vraiment un gros, gros coup de cœur. Et Lamma Island, en fait, c'est une île de Hong Kong, une des îles de Hong Kong où on prend un ferry, c'est à peu près à 20 minutes. Et c'est très, très romantique, hein. On prend un ferry. Déjà, c'est comme le métro là-bas, mais sauf que tu prends le ferry. Donc, déjà, rien que ça, c'est romantique en soi. Tu vois la baie de Hong Kong la nuit. Enfin, moi, je suis fan des ambiances de nuit comme ça. Et Lamma Island, en fait, on arrive à Lamma Island et on n'est plus du tout à Hong Kong, on n'est plus en Chine, on a l'impression d'arriver en Thaïlande, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des pontons en bois, il y a des petites maisons, c'est très rustique, c'est incroyable. Et on se sent bien, c'est zen, c'est pas du tout l'effervescence de Hong Kong. Et donc, je trouvais le contraste très intéressant dans un livre. Et oui, oui, là, j'y suis allée, donc je pense que ça ressort peut-être un peu la description des lieux, je sais pas. Ouais, dans Bon, les émotions que tu as voulu partager, on peut-être, le ouais. ressent. On le ressent, on voit ce côté, comme tu dis, très romantique et un peu paradisiaque de cette Ouais, île qui a été retranscrit dans ce que tu dis. Donc, je pense que ça se voyait que tu y allais, que c'était pas ouais. un Google Earth. Ouais, ouais, Mm. c'est vrai qu'il y a il y a des choses. Ben, Hong Kong, j'y suis allée aussi, donc, mais j'aurais voulu y aller maintenant, parce que j'y suis allée il y a 9 10 ans maintenant, et ça change tous les jours, Hong Kong. Donc, même la Chine, ça change tous les jours. Donc, donc voilà, qu'est-ce que je disais, 2019, 2020, donc voilà, j'ai écrit le livre en 2020, et effectivement, c'était juste avant la sortie des NFT. Donc moi, quand j'ai écrit, donc c'était pendant le confinement, il faut savoir que tous les Français ont écrit pendant le confinement. Ils se sont tous trouvé une passion pour l'écriture. Donc à la fin du confinement, ils ont tous envoyé aux maisons d'édition. Les maisons d'édition étaient débordées de manuscrits. Et moi, quand j'ai envoyé, j'ai pas eu de réponse pendant très longtemps. Donc Ah, bon, parce qu'à ce moment-là, tout le ouais. monde était en train d'envoyer. Quand tu... C'est Ouais. ça. Ouais, ils ont été débordés. Et puis bon, peut-être que post-Covid, les maisons d'édition avaient autre chose à faire En tout cas, aussi. attends, je te coupe parce que Ouais, là, c'est un truc dis-moi. qui m'intéresse. Ouais. C'est quand même beau de voir que, en fait, quand le temps s'arrête
quand les activités sont moins, on va dire, tu vois, les activités Ouais, professionnelles sont moins importantes et que c'est moins au cœur de ce que tu fais, ben, tu te diriges vers des choses artistiques, tu vois, tu te diriges vers quelque chose qui te permet, ouais, en fait, de vraiment exprimer ce que tu as dans la tête ou même de mettre en lumière des compétences que tu as envie d'utiliser. Et l'écriture, c'est vrai que j'ai énormément de personnes ouais, qui ont essayé. J'ai moi-même essayé, enfin, d'écrire, tu vois, j'écris comme ça pour moi depuis ouais. assez longtemps. Et c'est vrai que ça montre aussi que c'est quelque chose, c'est pour ça que ça existe depuis déjà des millénaires. Et c'est quelque chose qui est quand même, qui ne bougera jamais et qui est au cœur, en fait, de l'être humain. Ben, tout à fait. Et puis, en fait, tout le monde a cherché du sens à sa vie, en fait. Mm. Et le fait de créer, c'est ça, c'est de trouver du sens à sa vie. Et il y en a qui ont dessiné, écrit, et chanté. Et c'est vrai que tout ce qui est créatif, en fait, c'est un peu reprendre le lead, le contrôle de soi-même Mm. et de sa vie et qui perd. Enfin bon, bref. Mais en tout cas, moi, c'était pas le Covid, c'était vraiment un truc planifié et le Covid est venu. D'ailleurs, ouais, tu faisais quoi avant, du coup, avant 2019, ton emploi salarié, c'était en rapport avec l'écriture ou rien Alors, à voir? pour la petite histoire, je travaillais pour une maison d'édition et on importait en fait des livres et on les faisait fabriquer en Chine. Des livres et des jouets et tout ça. D'ailleurs, il y a une anecdote dans le livre que j'ai un peu exorcisée dans le livre. Bon, là, je vais raconter. C'est pas un spoiler, c'est pas énorme. Et toi, Thomas, qui a lu le livre, tu vas rigoler. À un moment, je parle justement du port de Hong Kong. Tu te Ah, rappelles de cette scène de port de je Hong vois Kong? les. Oui, Voilà. ouais, je vais Et pas te. Enfin, je vois très bien. ouais, et en fait, Désolé, tu vas en moi, dire. donc mon travail, c'était d'envoyer des inspecteurs dans les Mm. usines en Chine pour savoir si les livres étaient conformes ou les jouets étaient conformes, et après de les envoyer en acheminement au port de Hong Kong, c'était souvent au port de Hong Kong, pour qu'après la marchandise soit mise dans les conteneurs, et les conteneurs soit acheminé donc par bateau au port du Havre. C'était souvent Hong Kong, le Havre. Et j'ai eu un gros souci avec un conteneur de grenouilles. Et d'ailleurs, Oui, rien que pour la c'est pour vidéo, ça. C'est pour j'ai ça. préparé ma grenouille, regarde, c'est elle. Ah, du coup, c'était C'est- celle-là. C'était celle-là, la vraie grenouille. Je peux la Ah, montrer c'est maintenant. énorme. Et un conteneur rempli de grenouilles en position de yoga. Tu vois, elle est en position de yoga, je le dis dans le livre à un moment donné. Ah, Et c'était j'ai eu un... vraiment Oui, c'était vraiment une vrai. vraie expérience. Ok. Et ouais, ouais, voilà. Et je la décris dans le livre de manière assez ironique, où le personnage principal, Martin, dit un conteneur de grenouilles. En gros, enfin, c'est ça, c'est ironique, mais c'était vrai. Il y avait un conteneur rempli de grenouilles qui est En fait, passé ça, sous tu vois, c'est douane ouais, et tout. c'est le type de passage où tu t'en rappelles parce que c'est un peu what the fuck. Tu dis, mais attends, Ouais, qu'est-ce qui se passe? Là, tu m'en ouais, as parlé, tu vois, de ça, tout de suite, ça m'a marqué, quoi. ouais. Et ben du coup, voilà, juste avant d'écrire ce livre-là, je travaillais dans cette entreprise-là. Donc voilà, il y a cette scène-là. Je l'ai exorcisé dans ce livre et puis mais ça donne de la véracité un peu à l'histoire, des détails un peu comme ça sur tu sais il y a un code à un moment, il y a un code qui est lié à l'univers maritime parce que je le connaissais parce que je l'ai bien pratiqué donc ça donne un peu du corps un peu à l'histoire je trouve, des anecdotes assez intéressantes. Donc voilà, j'étais salarié dedans, si c'était ça ta question. Oui, c'était ça de base. Voilà, je me rappelle. Et bah, du coup, bah, là, je vois justement que toutes tes expériences, en fait, t'ont permis d'avoir un récit vraiment organique, dans le sens où j'ai l'impression, en tout cas dans ma lecture, Ouais. que c'est pas quelque chose qui est sorti de ton chapeau, c'est qu'il y a plusieurs expériences t'ont permis de créer justement une histoire, en fait, naturelle. Et là, ce que j'ai bien aimé justement dans ce livre, c'est c'est pas tiré par les cheveux, tu vois. Et c'est assez fluide et naturel dans le sens où tu as vraiment l'impression d'être dans quelque chose que tu maîtrises totalement, toi, en tant Alors qu'en fait qu'auteur. pas du tout mais Alors qu'en fait, tu es non, je juste allé maîtrise sur pas tout, Google hein. Earth Ouais, en fait, c'est Google qui a fait le livre, quoi. avec les IA, etc. Là, bref. Ouais, ouais. Non, il n'y avait pas de chat GPT à l'époque. Mais maintenant, je l'ai, donc je sais pas ce que je vais en faire encore, Voilà, mais la je vais suite. parler d'intelligence artificielle, c'est sûr. Non, c'est sûr, j'en parle déjà, mais bon, ça, on en parlera plus tard, quand on parlera du tome 2. Et bah ouais, juste un petit, une petite éloge comme ça que je fais naturellement, c'est que
euh, pour tu vois, un de tes premiers ouvrages, c'est quand même très, enfin vraiment, tu as une lecture très simple en fait du livre. Moi qui suis pas un grand lecteur de polar et tu vois, de policiers comme je te l'ai dit avant qu'on s'appelle, Mm. bah là j'ai vraiment pas eu de problème à suivre ça. C'était sur 2 semaines, j'ai vraiment lu ça. Enfin, je l'ai dévoré en 2 semaines sans me prendre la tête ou me forcer, tu vois. Mm. Je l'ai même fini avant notre interview, peut-être 4 jours avant, pour te Ok, dire que, en tout cas, les 100 dernières pages, tu vois, je les ai faites d'une traite. Donc, ok. Ah bah bravo pour super. ça déjà, ouais. Ah ouais, super. Et ton passage préféré, c'est quoi? Franchement, ben, moi, toutes les 100 dernières pages, je pense que Ah ouais, j'ai pas pu m'arrêter, quoi. Mais ça, ok. c'est un peu, tu vois, quand dans les policiers, c'est dès que tu as justement la curiosité qui commence à être teasée et qui va Mm. vers des réponses, bah, l'esprit humain, naturellement, il se dit, bah, vas-y, il faut que je continue parce que sinon, je vais pas réussir à dormir, quoi. C'était ça. Alors, il y a beaucoup de lecteurs qui m'ont dit qu'ils préféraient la scène du Louvre, parce qu'il y a toute une scène au Louvre qui est assez sympa. Voilà, je Ah spoil pas oui. là, parce qu'il y a rien de, il y a rien de. Bah, il peut se passer quelque chose au Louvre, hein. Ouais, il se passe des choses au Louvre, c'est assez sympa. Et là, c'est pareil. Bon, j'y étais allée, mais j'ai pas mal travaillé avec le plan du Louvre, par exemple. Tout simplement, j'ai Et d'ailleurs, téléchargé le plan du Louvre. Ouais. tes lecteurs qui t'ont dit ça, c'est des personnes que tu connais, c'est quel Ben, type de profil pour qu'on puisse comprendre, en fait, aussi pourquoi ils ont aimé le Louvre. bon, j'avoue, moi j'ai demandé à mon entourage, mais j'ai eu quelques retours de d'autres lecteurs. Mais je pense que moi j'écris un peu pour les geeks et les passionnés d'art. En fait, c'est vraiment ces deux univers qui se rencontrent. Mais c'est un peu comme dans le crypto-art finalement, tu vois. Il y a Bah, vraiment c'est ça, hein, l'univers des c'est le geeks et profil, ouais. l'univers des passionnés Mhm. d'art. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, il est tout public le livre. Donc, je sais que ma mère a pas eu du tout de problème pour le lire, même si ça parlait de blockchain, de Arcoin, parce que justement, on le vulgarise beaucoup. Enfin, je le vulgarise beaucoup dans le livre, et on voit l'histoire à travers les yeux de Martin, qui est un flic qui n'y connaît rien, on va dire, qui est un peu ronchon, un peu bougon, et il n'y connaît rien à l'art et pas grand-chose à tout ce qui est nouvelle technologie. Il a été un peu téléporté dans ce département de l'OCBC au niveau cryptologie. On aurait peut-être dû commencer par faire un pitch du livre là, parce Ouais, que j'avoue, ouais. du coup, ils vont arriver, ils vont avoir plein d'infos. Non, je ferai un petit pitch, tu vois, dans la description de la vidéo, comme ça, les gens Ok, pourront lire ok, ça et marche. connaître. Et du coup, tout ce qui est langage technique, c'est très vulgarisé parce que moi-même, j'ai pas un profil technique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les concepts, des NFT. On va en parler des NFT après, tout ça. Et donc, donc j'écris beaucoup pour les geeks parce que j'ai une famille aussi de geeks. Enfin, dans mon entourage, j'ai beaucoup de geeks et ça m'intéresse beaucoup. Et bien sûr, moi, ce qui m'intéresse, c'est les passionnés d'art, c'est l'art. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de références à des tableaux, à des artistes, au marché de l'art. Moi, ce que j'aime, en fait, c'est décortiquer les nouveaux modèles économiques. Donc, enfin, moi, quand j'ai vu les potentialités de la blockchain, notamment, et plus tard des NFT, j'ai trouvé ça dingue. J'ai trouvé ça dingue. Donc voilà, un peu parce que là on parlait un peu des publics et je pense que on est à la croisée sur voilà les gens qui aiment les polars, mais c'est pas un polar vraiment comme tu dis, c'est un peu un polar atypique. On est plus dans l'enquête. En fait, on est plus dans la série, je pense, dans la série un peu policière qui nous accroche. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas vraiment un polar dans le sens où il n'y a pas des meurtres, tu vois, à tous les chapitres, quoi. On est plus dans l'enquête, mais dans l'enquête vraiment technologique. Je sais pas C'est ce que ça, tu ressens, mais pour moi, c'est une enquête spécialisée dans un domaine assez spécifique, ouais. quoi. Ouais, voilà. Je sais pas trop comment le décrire. Vrai. C'est Mais je difficile vois, je à vois ce que décrire, tu hein. veux dire. C'est pas une histoire où tu as un meurtre par-ci et maintenant il faut enquêter Voilà. sur le meurtre. Et en fait, mais c'est pas lui qui l'a tué, mais Oui, c'est elle. voilà, Enfin, tu rien vois, à c'est pas voir, en ça. fait. C'est plus, déjà, c'est bien pour vulgariser ce que tu dis, le Mm. marché du crypto art, parce que tu évoques des concepts, tu vois, de la blockchain, mais de manière simple, d'un point de vue, en fait, de Ouais. débutante. Et Ouais. c'est ce que je fais aussi, tu vois, sur mes vidéos YouTube, c'est le point de vue de débutant qui permet de, quand on n'est pas geek, de comprendre quand même cet univers et de Ouais. voir tous les concepts qui sont derrière.
Et ensuite, si tu veux aller plus loin, ben, tu as ces différents concepts, tu travailles ces différents concepts-là. Ouais. Donc, plus une ouverture vers un public qui est, on va dire, néophyte du domaine de la blockchain ou qui s'y intéresse et qui voit que c'est une nouvelle technologie intéressante. Et sans pour autant te dire, bah, il faut être un geek pour lire ce livre, tu vois. Bien Et sûr. c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout Ouais. le cas, je trouve. Et pour revenir sur le concept de blockchain, en fait, ce qui est rigolo, c'est que comme je l'ai écrit donc en 2020, vraiment en 2020, on parlait beaucoup de blockchain en 2020. Et c'est marrant parce que là, c'était le début des potentialités de la blockchain, c'était nouveau. Il y avait plein d'articles dans les médias. Qu'est-ce que la blockchain? Ils essayaient d'expliquer. Et c'est marrant parce que ce mot-là, blockchain, on l'entend plus maintenant. Parce que C'est c'est vrai. comme si c'était intériorisé. Et maintenant, on parle de NFT, on va parler de d'autres choses. Mais le mot NFT, il n'était pas sorti en 2020. Ça, j'y tiens parce que moi, du coup, j'ai parlé un peu de blockchain. Et après, j'ai révisé mon texte plusieurs fois parce qu'il est sorti là en 2023. Donc, j'ai un peu enlevé des textes sur la blockchain et j'ai introduit un peu des passages sur les NFT. Alors, pourquoi? Parce que quand je l'ai écrit en 2020, donc moi, le livre commence sur une soirée qui s'appelle l'Event à Hong Kong. Et c'est une sorte de grand vernissage pour le lancement de la technologie Arcoin. Donc, tout simplement, c'est la crypto-monnaie de l'art. Donc, il sort en bêta fermée, c'est-à-dire que juste pour la soirée, c'est une sorte de test en grandeur nature à Hong Kong. Mais à l'époque, voilà, il y avait pas les NFT, mais en fait, finalement, c'est un peu ça que je dis, parce qu'acheter une œuvre en crypto, bon, les NFT, c'est ça aussi. Mais à l'époque, voilà, il y avait pas les NFT. Et quand les NFT sont sortis en 2021, je dis sont sortis au niveau du grand public parce qu'évidemment, ils existaient techniquement depuis assez longtemps, mais je sais que c'est la vente notamment de Beeple, c'est ça qui est je sais plus de 70 millions, non, C'est 70 ça, ouais. millions de dollars, hein, c'est ça, C'est ça, ouais. sorti à Christie's. Enfin, un peu, Bah, voilà, c'était c'est passé début un peu des dans le grand années public. 2021, quoi. Un an Voilà, après. mars 2021, quelque chose comme ça. Et moi, quand j'ai vu ça, ça m'a rendu un peu folle pendant une semaine parce que je me suis dit, mais oui, mais les NFT, c'est ça, en fait, c'est ça. Le fait que ça soit rare, que ça soit unique ou rare sur, une pièce numérique devienne voilà Mm. unique, ça peut tout changer la face de l'histoire de l'art. Et en fait, c'était rigolo parce que moi, je voyais ça et j'en parlais à tout le monde autour de moi, sauf que personne n'en avait rien à faire. Je Ah bah parlais ouais, des c'est ça. NFT à tout le monde et on me disait, mais Juliette, c'est quoi NFT? Mais de quoi tu parles? Pourquoi ça serait une révolution et tout? Et moi, j'étais dégoûtée parce que, bon, on était en plein confinement, les gens, ils en avaient rien à faire des NFT, en tout cas dans mon entourage. Mais quand je creusais un peu en ligne, il y avait quand même des gens qui se disaient, ben oui, les NFT, c'est la révolution, ça leur paraissait naturel. Et, euh, et j'avais même écrit à mon éditeur en disant, mais regardez, là je parle des NFT, mais bon, mon éditeur, ils ont 60 ans, voilà, c'est notre génération, dans le sens où les NFT, c'est un concept un peu, encore un peu trop abstrait, on va dire. Mais du coup, je savais que moi, j'écrivais des choses qui étaient en rapport avec les NFT. Même à la fin du livre, je parle de la notion de tokenisation. Mm. Je trouvais ça vachement intéressant. Tout ce qui était tokenisation, je sais que ça se fait beaucoup dans l'immobilier. Par exemple, maintenant, ils vendent des immeubles, ils le tokenisent et on peut acheter des bouts d'immeubles aux États-Unis, par exemple, et puis on peut percevoir même un loyer sur cette part de token, des choses comme ça. Donc, à la fin, j'introduis la notion de tokenisation de Vinci, par exemple. Enfin, voilà. Et dans le tome 2, je vais pousser un peu cette histoire-là parce que ça m'intéresse beaucoup. Bon, tout ça pour dire que entre 2020, l'écriture, et 2023, la sortie, donc le temps de l'édition est long, mais le temps réel, et surtout au niveau des nouvelles technologies, est extrêmement rapide. Donc, au départ, je me suis dit, en fait, ça sera si mon livre sort en 2023, tout ce que j'écris sera dépassé. Et j'avais une espèce de frustration comme ça, en me disant, il peut pas sortir en 2023, les gens ils vont se dire que je suis has-been. Non, mais c'était fou, hein, c'était un peu moi avec moi-même, tu vois. Et sauf que dans mon entourage, tout le monde me disait, mais non, mais déjà en 2023, on saura toujours pas ce que c'est un NFT, donc il n'y a Ouais, pas de c'est vrai, ouais. problème.
Donc, Ils ont pas tort dans ce sens-là où en fait ça reste quand même assez niché, tu vois, dans le sens où mm, les personnes qui s'intéressent, comme tu dis, c'est les geeks ou les personnes qui sont dans l'art et qui voient qu'il y a de l'argent qui se fait dessus, ouais, tu vois. ouais, Je voulais rebondir sur ça, tu vois, sur ta vision justement. Tu m'as parlé en fait, quand tu as découvert les NFT et le crypto art, ça mm, fait tilter en fait, enfin, ton cerveau a vrillé. J'aimerais bien que tu me parles justement de c'est ça. ça. Pourquoi en fait est-ce que ça t'a fait tilter comme ça? Ce que tu voyais en fait, ton expérience par rapport à ça. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose pour toi de vraiment important et qui peut vraiment changer la donne aujourd'hui? Bah, je sais pas, quand j'ai vu ça, peut-être toi aussi, tu vois, on en avait parlé ensemble, toi aussi, tu avais senti ça. Mm. Mais en fait, j'ai compris tout simplement que la blockchain rendait un objet numérique unique. Et rien que ça, en fait, c'est à partir de là, bah, tout est possible, en fait. Dans le meilleur comme dans le pire. En fait, c'est pas, j'ai pas une fascination, si tu veux, pour ça, mais c'est juste d'un point de vue même philosophique et d'un point de vue esthétique. Enfin, ça peut ouvrir plein de choses et ça peut surtout, moi, je voyais vraiment tout le marché de l'art qui peut s'effondrer, entre guillemets. Parce que du coup, les artistes, ils peuvent créer des œuvres en ligne. Enfin, il y a beaucoup d'artistes digitaux. Enfin, il y avait des artistes digitaux avant, mais du coup, les circuits étaient encore traditionnels. Donc, vendre de l'art digital, c'était quand même particulier encore. Mais là, ça permettait aux artistes de vendre directement aux collectionneurs et ça squeeze tous les intermédiaires. Et c'est ça qui me fascinait un peu. Par exemple, j'avais ressenti la même chose quand j'avais découvert le crowdfunding. C'est bête comme parallèle, mais en fait, le crowdfunding, quand il y a eu KissKissBankBank qui est arrivé, tout ça, où tu pouvais faire financer ton projet par ta communauté et de la communauté de ta communauté, bah, ça squeezait le système bancaire, ça squeezait tous les partenaires officiels, ouais, officiels. Et le marché de l'art, bah, là, ça squeeze bah, les galeries, ça squeeze euh, bah, tout le marché officiel. Et les galeries, c'est qu'ils prennent quand même 50% de l'œuvre, tu vois. Et Et ça, encore, et encore. bah ouais, et puis ça peut squeezer les médias et tout. Alors après, bon, là, je commence à voir le revers un peu de ce système, mais en 2021, je ne voyais pas du tout le revers. Je voyais un peu une promesse, on va dire, la Mm. promesse de ah bah ça va être super pour les artistes. C'était surtout ça en fait. Il va y avoir une émergence de nouveaux talents. Enfin, euh, les médias même, ils vont être un peu déstabilisés. Donc comme ça va bousculer en fait le marché de l'art. Enfin, je voyais vraiment ça comme quelque chose de positif. Bon, c'est vrai que maintenant je vois un peu le revers de ça parce que encore la semaine dernière, j'ai eu une artiste, une amie à moi qui est une artiste bah, digitale, une artiste NFT, tout ça. Et elle m'a dit, ah, bah, pour exposer, là, toi, tu vas pouvoir me confirmer ou non, mais elle m'a dit, ah, bah, pour exposer sur cette plateforme-là, il faut que je paye. Alors, j'étais un petit peu, enfin, moi, je suis pas une artiste du tout NFT, mais j'étais un petit peu choquée parce que je me suis dit, en fait, ça renverse complètement enfin, ouais, ça renverse tout le La système. logique La que tu logique, disais, c'est, ouais. Mm. dans le système traditionnel, c'est pas la galerie qui va payer l'artiste. Enfin, c'est pas l'artiste qui va payer la galerie pour y être. Donc là, j'étais un peu interloquée. Est-ce que ça Attends, sera attends, ma question c'est, enfin, dans le système traditionnel, je veux dire le marché de l'art traditionnel, Oui. tu vois pas l'artiste payer la galerie, c'est ça que tu veux dire? Bah oui, voilà, Mm. tu payes pas pour entrer dans une galerie. C'est comme si moi, je payais mon éditeur pour pouvoir. Bah, du coup, j'ai la réponse des éclaircissements par rapport à ça, c'est Vas-y, que dis-moi, parce que ça ça m'intéresse. dépend des galeries. J'ai des artistes qui m'ont parlé de ça. Et en fait, tu as des galeries qui, quand tu es totalement débutant ou débutante, tu vois, dans ce que tu fais, Hmm. qui vont pas hésiter à te faire payer, quitte à ce que tu perdes un petit peu d'argent, en fait, pour gagner en visibilité. Donc, parfois, même si c'est pas seulement des commissions, c'est que tu donnes un chèque ou Ah tu ouais, donnes à un l'entrée, montant quoi. pour pouvoir être exposé à l'entrée, ouais. Sans promesse de vente derrière. Mais Et ça, ça, le c'est problème, dans le circuit NFT ou t'as vu ça dans non, le circuit ça, c'est le traditionnel aussi? circuit traditionnel, ouais, c'est ça, Ah, ouais. moi, j'ai jamais vu ça en circuit traditionnel, mais c'est dur, hein, C'est dur, ouais. C'est pour ça que pour les franchement. petits artistes, c'est très difficile. Et là, comme tu dis, ça se reproduit aussi dans le marché NFT, dans le sens où, tu vois, tu es quelqu'un qui a une communauté, je sais pas, de 100 000 personnes qui te suivent sur Insta ou sur Twitter, Ouais, tu as des facilités à entrer dans une plateforme qui te met en avant. Tu as des facilités à entrer dans une ouais, collection, je sais pas, chez Artblocks, par exemple. Enfin, eux, ils vont ouais, facilement te c'est ça. reconnaître si tu as 100 000 personnes qui te suivent.
Oh là Et là. là, c'est pareil aussi avec le marché traditionnel, où si tu es suivi par, je sais pas, moi, tu as déjà des dizaines de collectionneurs qui achètent tes trucs. Ouais. Du coup, les galeries vont voir que tu peux générer de l'argent pour elles. Oui, Et bien ce qui va sûr. se passer, c'est que tu vas pouvoir avoir une force de négociation, un pouvoir de négociation qui va dire, voilà, moi, je veux que tu prennes ça en commission, pas plus. Sinon, ben, je vais aller avec une autre galerie et je serai tranquille. Mm. Donc, tu as ce côté un peu de négociation qui se reproduit dans le marché digital, malheureusement. Parce que pour un jeune artiste, de payer pour pouvoir être exposé, c'est quand même une démarche particulière, hein. Il faut quand même déjà avoir de l'argent. Ouais. Et, et enfin, Et c'est pour ça que, ouais, j'ai tu du vois, mal. je préfère préciser dans ce que j'écris que c'est pas une nouvelle Eldorado, un nouvel Eldorado Mm, pour les mm, personnes qui veulent se lancer, tu vois. Si tu veux, d'ailleurs, ça, j'ai le retour aussi d'artistes qui ont des années d'expérience, tu vois, une mm, carrière déjà terminée, mm, qui ont construit ça sur 20, 30 ans, qui m'ont fait le retour sur, en fait, le marché de l'art, pendant de longues années, tu travailles à côté, tu fais un taf à mm, côté, mm, et tu continues à dessiner, à écrire ou à peindre quelque chose et te mm, faire connaître par rapport à ça. Et c'est un travail, en fait, comme une entrepreneur ou un entrepreneur, ça prend mm, du temps de se mettre en place. Et c'est pas avec les NFT que ça va changer. Et là, j'ai le retour bien maintenant sûr. d'artistes NFT qui me disent, bah oui, bah si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai construit ma communauté sur des années, tu vois. Bien sûr. Mais ce que je trouve intéressant et plutôt prometteur justement par rapport à ça, c'est que ça met en place des nouvelles compétences où si tu arrives à te créer cette réputation, cette communauté en ligne, on va dire, et plus besoin de passer par les circuits traditionnels avec Mm, faire du réseautage dans les expositions, rencontrer les bonnes personnes, tu vois, dans la presse traditionnelle. Là, tu peux le faire aussi en ligne. Donc, ça donne aussi de nouvelles cartes aux personnes qui sont plus à bien l'aise sûr. avec le digital, quoi. Donc, je trouve Ouais. ça plutôt intéressant. C'est pas plus simple, tu vois, pour Ouais. percer, mais c'est plus accessible, si tu veux. Non, et puis ça ouvre aussi la porte à tous les artistes qui ne créent que en ligne, tu vois. Exactement, Et, ouais. et Mm. c'est que c'est quand même beaucoup plus simple pour eux d'acquérir une visibilité. Enfin bon, euh, voilà. Donc j'en parle un petit peu dans le livre et mais je parle pas que de ça parce que je parle aussi une de mes personnages principales, c'est qui s'appelle Ellie qui, elle est fan des artistes, des ateliers d'artistes à Hong Kong. À un moment, à la Island, elle va dans des ateliers d'artistes, tout ça parce que moi, à la base, je suis fan de l'art contemporain chinois. Je sais pas si je t'en avais parlé, mais voilà, je me suis spécialisée longtemps dans l'art contemporain chinois. Et justement, j'avais étudié à l'époque, j'avais fait même mon mémoire dessus sur les systèmes de visibilité. Et ça m'intéressait aussi. Donc à l'époque, c'était l'art contemporain chinois vu d'Occident. On avait une vision qui était erronée par les médias, qui nous montrait juste un côté de l'art contemporain chinois qui était très pop art. On voyait des Mao avec des Coca-Cola. Je sais pas si tu as déjà vu des choses comme ça. Ah non. Mao version Andy Warhol et tout, on voyait que ça. Et alors qu'à l'époque, il y avait une création chinoise qui était absolument merveilleuse. Et il y avait beaucoup de choses, notamment avec de l'encre chinoise qui était un peu revisitée. Donc, ils revisitaient leur tradition millénaire avec un peu revisité de manière un peu abstraite. Et donc, moi, ça m'avait fasciné. Mais on les voyait jamais dans la presse, par exemple. Dans la presse, dans les livres, on voyait que le côté pop art, une des facettes de l'art contemporain chinois, mais en fait, c'est celle qui marchait parce que c'est celle que les collectionneurs occidentaux Mm. voulaient avoir, en fait, et collectionnaient. Et donc, j'en parle dans mon livre où bah, c'est un peu ça aussi la thématique du livre. C'est un peu Là, j'essaie de parler sans spoiler trop parce que je me dis, qu'est-ce Vas-y, que je n'hésite pas, ouais. c'est un peu les Robins des Bois de l'art, c'est-à-dire que qu'il faut mettre en avant les artistes, les vrais Attention, artistes. ne va pas trop loin. Ouais, je sais, ouais. Les vrais, entre guillemets, contre un système de visibilité un peu Ouais. écrasant. En gros, je fais des parallèles. Donc, il y a 10 ans, j'étudiais déjà ça. Et c'est vrai que quand j'ai vu, là, je fais le parallèle avec les NFT. Quand j'ai vu les NFT, j'ai vraiment vu une belle promesse ou des possibilités pour les jeunes Mm. artistes et les De artistes changer digitaux.
Ouais, de casser un peu ce système-là, parce que le système du marché de l'art, c'est quand même un système établi, voilà, depuis longtemps. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent en jeu. Dès qu'il y a le marché de l'art, c'est un peu comme le marché de l'armement, quoi. Enfin, en Mm. termes de budget, on est sur des sommes mirobolants, quoi. D'ailleurs, ouais, je tiens aussi à ajouter que pour les Ouais, personnes qui veulent donc se pencher sur ce marché de l'art et qui ne connaissent vraiment, enfin qui ne ouais. connaissent pas grand-chose, je vous conseille de lire son livre, enfin ton livre, parce que tu parles en fait de ça d'une manière où ça permet d'éclaircir des points noirs en fait de ce marché-là. Et comme quelqu'un qui créerait sur le marché de l'armement, comme tu dis, ou même des énergies, enfin bref, il y a plein de marchés Ouais, comme ça. ouais. Il y a plein de points noirs et plein de points en fait cachés qui sont en fait pas médiatisés. Et là, tu mets quelques points comme ça Mm. justement en valeur. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé, ce qui m'a vraiment parlé, parce que moi aussi, c'est quelque chose qui me touche. Mm. C'est que tu as ce côté-là où tu révèles des vérités qui doivent en fait, qui sont cachées, mais qui doivent en fait être mises en valeur parce que c'est malheureusement la vérité du marché de l'art. Le marché de l'art, c'est un vrai business. Tu vois. C'est La pas, face cachée du marché de l'art. c'est ça, mais c'est vraiment pas aussi beau qu'on peut l'imaginer. C'est pas l'artiste qui vit dans sa cabane, qui va dessiner quelque chose, qui va vivre de ça. Le marché de l'art, c'est un business et ça demande des bonnes relations, ça demande des compétences en négociation, ça demande aussi de savoir vendre. Et ça, on le voit en fait dans ton livre. Donc voilà, je voulais Mm. juste préciser ça. Si vous débutez dans le marché de l'art et que vous voulez avoir des éclaircissements sur ça, et en plus, si vous voulez en apprendre sur le crypto art, bah, c'est parfait. Vous avez tout dedans, quoi. Bon, Et ouais, ça se c'est lit bien en cool. plus. Ah, tu le vends bien. Franchement, tu pourrais être mon agent là. Mais du coup, à la fin de l'interview, je demanderai une petite commission, mais enfin, on en parlera D'accord, après. on verra ça, on verra Je ça. mettrai un petit lien là. Ouais, Non, là, je parle honnêtement avec le cœur, donc pas besoin de payer pour ça. Tu vois. Ce bon, c'est serait, cool, ouais. ce serait contraire à mon message que je veux aussi partager. Donc, Ouais, c'est contre-productif, ouais. bah, je veux bien rebondir du coup sur la suite. Est-ce que tu m'as dit que tu voulais aussi, enfin, tu étais en train d'écrire un deuxième ouvrage sur Mhm. des sujets différents. Est-ce que tu vas en parler ou tu préfères qu'on parle d'autre chose? Ah non, 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 je veux bien en parler. Bah, parfait, D'ailleurs, ouais. est-ce que, alors, dans quel état t'étais à la fin du livre? Ah, ah. Déjà, j'ai le droit de rien spoiler, on est d'accord. Non, mais juste ton état, toi, Mon état, tu veux dire émotionnel par rapport à quand je suis ressenti à ce moment-là? par rapport à la fin du livre. Bah, la fin du livre, attends, mais j'ai peur parce que les gens commencent à me connaître et du coup, ça veut peut-être spoiler, tu vois. Ah, d'accord, ok. Mais Bah, disons que t'attendais une suite. oui, Ah, j'attendais une suite parce que, enfin non, mais là, je vais spoiler, c'est sûr. ok. Là, je peux pas Bon, en dire. tout cas, je l'ai conçu en deux tomes, on va dire, dans ma tête. D'accord. Il y en aura peut-être un troisième, mais bon, pour l'instant, deux, c'est bien. Donc ça se finit, bon, effectivement, avec une fin où on a envie de savoir la suite, hein. Tout n'est pas révélé dans le premier. Et bon, je vais spoiler un peu, mais c'est pas grave. Le deuxième, il Attention, commence. spoiler alerte pour les personnes qui veulent Spoiler, lire, ouais. spoiler, spoiler, spoiler. Non, c'est pas grave. Le deuxième, il commence 2 ans après, et il commence à New York, au Met, au Metropolitan au musée. Donc il va y avoir toute une partie à New York. Ensuite, Paris. Paris, parce que c'est les bureaux de l'OCBC, c'est le cœur de l'enquête, ça se fait depuis l'OCBC. Il y aura forcément des hackers aussi. Et il va y avoir, parce que moi j'adore l'Asie, c'est vraiment, il fallait que j'ai un endroit en Asie. Et je me suis longtemps demandé est-ce que ça allait être Singapour. Au début, c'était Singapour. Après, je me suis dit non, le Japon. Après, je me suis dit non, non, non. Et finalement, il va y avoir un espèce de road trip en Thaïlande, et notamment à Koh Lanta. Donc Koh Lanta, c'est une île où je suis allée aussi, et où j'espère y retourner cette année pour avoir quelques détails et ne pas faire du Google Earth, tu vois. Et Koh Lanta, c'est un peu comme Lama Island, c'est le même feeling, c'est-à-dire un feeling très doux, les gens sont zen, il y a une atmosphère, il y a des lumières, il y a des restaurants, enfin, c'est vraiment une atmosphère qui, en fait, est
complètement contradictoire avec New York. Donc c'est ça aussi que j'aime bien, c'est les atmosphères de ville versus les atmosphères un peu plus paisibles comme ça. Et là, ça sera l'Amérique versus l'Asie, donc c'est assez rigolo aussi. Parce que oui, dans le livre, on voyage quand même. Je sais pas si ça t'a fait voyager, toi. Ouais, t'as réussi à Mais ressentir un peu en Asie. tu commences dans un avion, donc Ouais, forcément, ouais. Ouais, forcément, bah ouais. oui, carrément. Tu fais des contrastes entre les différents environnements. Ouais, D'ailleurs, ça fait penser à une question que j'ai notée, que d'ailleurs j'en profite pour la poser. vas-y. C'est l'importance pour toi de te déplacer justement dans ces différents environnements pour écrire. Euh, Quel effet ça fait en fait? Parce que là, j'imagine, tu vois, les personnes qui Hmm. veulent aussi créer sur différents Oui. environnements. Quel effet ça apporte en fait? Qu'est-ce que ça t'apporte d'être par exemple à Llama Island pour écrire dessus? Ou là, j'imagine que tu es allé à New York aussi pour écrire dessus. Et pareil pour Alors, quand New tu York, seras pas donc, encore. enfin, tu comptes, j'imagine, y aller. Ouais. Et pareil quand tu étais à Hong Kong, etc. Est-ce que pour toi c'était obligatoire? Est-ce que tu aurais pu quand même y passer, enfin le faire sans passer là-bas avec Ouais. Google Earth par exemple? Je veux bien que tu en parles en fait, ouais, comme ça. Alors, en fait, ce qui est rigolo, c'est que je me suis rendu compte que les gens voyaient la vie vraiment différemment. C'est-à-dire que alors, j'ai un ami à moi qui m'a coaché un peu pour le début du livre. Pendant le confinement, on s'appelait, on partageait un peu les idées et on s'engueulait tout le temps parce qu'en fait, lui, il a une vision où il voit que les détails et moi, j'ai une vision où je vois j'ai la vision d'ensemble, mais je vois pas du tout les détails. Donc, quand j'écris, j'arrive très facilement à décrire les sensations, les émotions des personnes, le feeling, le séquence, enfin aller d'une scène à l'autre, ça m'est très facile. Mais par contre, d'écrire une pièce, ça m'est hyper difficile. C'est pour ça que j'avais besoin de Google Earth pour vraiment voir quelque chose pour pouvoir le décrire et tout. Et à chaque fois, donc, mon ami me disait, mais non, mais là, ce restaurant-là, il faut que tu dises qu'est-ce qu'ils boivent, il faut que tu ailles dans les détails, en fait. C'est quoi le nom de la bouteille? Le lecteur a besoin de savoir ça. Il a besoin d'être assuré de pouvoir s'imaginer, il a besoin de savoir la couleur du canapé. Donc, et pour moi, c'était hyper difficile de faire ça. Vraiment, c'était, alors que d'écrire les émotions, c'était très, très facile pour moi. Je sais plus du tout pourquoi il disait ça. Tu me demandais quoi? Ah oui, Pour les d'aller. environnements, ouais. Voilà. Mm. Et par exemple, c'est vrai que j'aurais pas pu écrire enfin, là, justement, je suis en train d'écrire sur New York et comme j'y suis pas allée, ça me demande beaucoup plus d'efforts et j'ai Mm. plus de mal à retranscrire quelques émotions. Par exemple, moi, je me rappelle très bien la première fois que je suis arrivée à Shanghai, à l'aéroport de Shanghai. J'ai eu ce feeling en moi, je me sentais bien en fait. Je me sentais bien, j'avais les odeurs, j'avais les lumières. Donc j'ai un peu décrit ça quand Martin il arrive à Hong Kong. À un moment donné, il se pose dans l'aéroport. C'est la course. Il est un peu dans l'urgence. Et à un moment donné, il se pose et il regarde autour de lui. Et là, j'ai pu décrire en fait ce que j'ai ressenti un peu quand je suis arrivée à Shanghai. Et c'est vrai que je pense que tout simplement, ça donne beaucoup plus de corps au récit, quoi. Et c'est pour ça que là, je veux vraiment voyager parce que sinon, ça ne sera pas le même livre, en fait, tout simplement. Je vais faire des descriptions, comme tu dis, ouais, sur Google Earth, tout ça, mais le ressenti, le feeling, Mm. je pense que c'est quelque chose qu'on peut pas, voilà, qu'on peut pas trop tricher avec. En fait. On peut, mais ça, enfin, le lecteur le voit, quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire sur ça. Mais je vais Et rebondir sur ça aussi. Ouais, attends, vas-y, ouais. Et oui, je voulais rebondir tout à l'heure, finir sur le tome 2, en parlant un peu de technologie. Du coup, bon, il y a eu les NFT entre-temps. Moi, j'aime bien écrire sur des sujets un peu de prospective, un peu d'innovation. Donc, il y a eu toute une révolution donc sur le métaverse. Bon, on est en train de revenir dessus, mais pas trop, mais on sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Et moi, en fait, je voulais parler du métaverse dans le deuxième. Je voulais faire des allers-retours dans le métaverse avec, pourquoi pas, des fois, le lecteur ne saura pas trop si on est dans le virtuel ou dans le réel, faire un peu des allers-retours comme ça. Mais comme le livre va seulement sortir, je sais pas dans combien de temps, vu que le temps de l'édition est long, et T'as ben, de l'expérience maintenant, ouais. voilà, c'est ça. Je suis en train de me creuser la tête pour être un peu en avance quand le livre va sortir. Donc, je parle pas de métaverse, je n'emploie pas le mot métaverse. Mais bon, là, je peux spoiler un peu parce que bon, c'est pas encore écrit, ça va peut-être changer d'ici là. Mais je parle d'Universar, c'est-à-dire que c'est un monde, le monde virtuel de l'art. En gros, je vais jouer un peu là-dessus. Donc, c'est le métaverse de l'art, mais bon, je n'utilise pas le mot métaverse, quoi.
Mais du coup, en ce moment, je suis obligée de me tenir au courant pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ce secteur et qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui peut marcher dans 2, 3 ans pour que ça reste à 10, 15 ans même, vraiment une révolution technique, Tu technologique. préfères, tu préfères parler de concepts plutôt que de choses qui existent, quoi, je veux dire. Enfin, j'ai l'impression que tu préfères garder un concept plus large, comme tu dis, pour ne pas non plus te dire, Ouais, vas-y, moi je suis associé, Juliette est associée au métavers, Juliette est associée à machin. En ouais, fait, non, non, tu parles de concept. ouais, Mais c'est pour ça, c'est ça, un livre, ça reste, ça va se mais lire c'est ça. sur des années. Donc, il faut Et rester sur oui, des concepts et pas sur des termes précis, quoi. Je comprends ce que tu veux dire. et oui. Et c'est comme le choix des références dans un livre. Tu peux pas parler À un moment, je voulais parler de CryptoPunk, par exemple, des références très connues, mais je me suis dit, mais ça sert à rien, parce que dans 3 ans, ça se trouve, on n'en parlera plus. Enfin, alors j'ai choisi vraiment des références sûres, entre guillemets, parler de grands tableaux, où j'ai inventé le Sam Cheng, par exemple, c'est un artiste inventé. C'est un artiste chinois. Donc les références sont importantes, ouais. De pas se tromper. Et du coup, le métaverse, je veux pas employer ce mot-là parce que dans 2 ans, je sais pas si on emploiera encore ce mot-là. C'est bête, hein, c'est une terminologie, mais vu que Zuckerberg est en train de revenir dessus, que tout le monde est en train de revenir dessus Ouais. actuellement, on sait pas trop ce qui va se passer. Moi, je crois que le métaverse, en tout cas des mondes virtuels un peu gamifiés comme ça va marcher sous différentes formes. Mais le terme métaverse, il est trop touchy actuellement Mais pour c'est un l'utiliser, mot-clé, quoi. quoi. Je C'est sais un pas ce que tu en mot-clé penses, qui toi, est... mais Non, je vois, c'est un mot-clé qui est utilisé un peu partout et ouais. qui peut être mal interprété. Et en fait, quand tu dis que, par exemple, je sais pas, il y a un an, tu disais, moi, je le ressentais, tu vois. Ouais, je travaille dans les NFT et tout de suite, c'est associé par tu vois, les images de singes qui valent des millions et les gens Ouais. qui ont fait juste une partie de Mmh. l'information. Et si tu fais pareil avec le métavers, ça peut être aussi associé à quelque chose, Ouais. ouais, Zuckerberg a fait ça, c'est Oui, n'importe tout à quoi, fait, ouais. etc. Alors que si tu restes sur des concepts comme par exemple la rareté numérique, tu vois, sur les œuvres qui Tout à fait. existent en fait et que ce concept est compris par des gens depuis des années. Et là, sur aussi le côté de monde virtuel qui en fait aussi est dans notre quotidien, tu vois, avec les réseaux sociaux par exemple, bah là, ça parle. C'est pas, Ouais, t'associes pas ça au métaverse, quoi. tout à Mais fait, ouais. t'as plus de liberté à rester comme ça que Ouais, à t'imposer des mots-clés qui te renferment tout de suite dans une case, quoi. tout à fait. Ben voilà, c'est ça. C'est à ça que je réfléchis Attends, en ce moment. Mmh. j'avais une question. Ah mince. C'était Ah mince, intéressant tu l'as sur ce pas que tu disais noté? avant. C'était sur ce que tu disais avant. Donc, avant Euh, de parler du deuxième, de ton deuxième, ah bah c'était, là, j'ai dit trop de trucs, hein. Là, j'étais en Asie, non? ouais, et aussi, ouais, tu parlais, ouais, justement, voilà. Ça va peut-être rebondir sur un sujet que tu voulais qu'on en parle, enfin qu'on parle dessus, qu'on discute dessus. C'était sur le fait déjà de voyager et d'être dans les endroits, Mmh. ça te permet d'avoir ce côté plus humain et plus organique. Et ça, Ouais. c'est un truc que j'ai ressenti dans ton livre, c'est que c'est assez naturel et on voit qu'il y a de la vérité et quelque chose du coup où c'est perçu par un humain, tu vois, ou une humaine, du coup, dans ce cas-là. Et du coup, je voulais rebondir, tu parlais tout à l'heure d'intelligence artificielle Mmh. pour l'écriture de ton livre. Enfin, du coup, enfin, la technologie que tu aimerais évoquer, peut-être. Je sais pas, hein, je m'en Mmh. souviens pas. Euh, et en fait, j'aimerais rebondir sur ça pour dire que, tu vois, aujourd'hui, il y a pas mal de métiers enfin, de personnes qui pensent que leur métier va être menacé Mmh. par ces nouvelles technologies-là. Et j'aimerais justement enfin, avant que je te parle de ce que j'en pense, j'aimerais que tu me parles un peu de toi, ce que tu en penses sur ces métiers-là. Par exemple, dans la rédaction web, parce que par exemple, toi, t'en fais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que Bah là, je peux en cette parler parce technologie, ouais, que va chambouler tout ça, ou est-ce que tu vois ça comme un truc positif? Je veux bien que tu nous en parles. mais c'est vrai que c'est des questions déjà vraiment d'actualité, hein, parce que entre ChatGPT, Midjourney, donc l'image et le texte qui sont remplacés par des IA, on peut vraiment se poser des questions. Et justement, moi je l'ai expérimenté parce que donc je suis freelance. Tu disais tout à l'heure que souvent les artistes ont un métier à côté, évidemment. Enfin, il y a très peu d'artistes ou des auteurs encore pire, hein, parce qu'on peut parler de la rémunération des auteurs, mais Ah ouais, c'est on peut en parler, voilà. c'est très Euh, dur. donc moi, je suis freelance à côté et je fais de la rédaction web.
Et il n'y a pas longtemps, je fais de la rédaction web pour un site de marketing et j'ai fait un article sur ChatGPT justement, utiliser ChatGPT dans le marketing, tout ça. Et évidemment, je l'ai utilisé. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça va remplacer mon métier, tout ça. Mais tu sais, je fais un parallèle avec le logiciel Canva. Tu vois le logiciel Canva? Ouais. Quand il est arrivé, le logiciel Canva, bon, bah, je suis graphiste aussi, donc tous les graphistes disaient, ah non, on peut pas utiliser Canva, c'est pas possible, ça va tuer notre métier, ça va tout bouleverser, tout. Alors moi, j'ai tendance à accueillir les nouvelles technologies assez bien, parce que j'aime bien, voilà, comme je te disais, je suis un peu dans l'innovation, je suis un peu curieuse de toutes les nouvelles technologies. Et finalement, c'est un peu toujours pareil, c'est-à-dire que oui, ça transforme en profondeur les métiers, c'est sûr. Mais si tu es bon dans ton domaine, ça changera pas grand-chose pour toi. Et tu peux utiliser. De toute façon, on utilise tous les technologies, mais on les utilise pas en soi. C'est-à-dire que si tu es rédacteur web, tu vas pas dire à ChatGPT, écris-moi un article et l'envoyer à ton client. Tu peux lui poser une question sur une partie d'un paragraphe, tu peux l'utiliser, tu peux le retravailler. C'est un outil, ça reste un outil. Voilà, donc c'est une aide et si tu es bon dans ton domaine, mais ça marche pour tout, pour les artistes, pour les auteurs, pour tout le monde. Ça va pas bousculer la phase de ton métier. Si vraiment il te rend has-been, c'est qu'à la base, c'était pas un métier fait pour toi. Enfin, voilà, moi je parle un peu de ce principe-là. Donc voilà, la technologie reste un outil. Canva est un outil surpuissant car maintenant tous les chargés de com peuvent squeezer les graphistes. Mais ça reste, si t'es pas graphiste à la base, ça reste une image Canva. Donc tu sais que c'est une image Canva, c'est pas une image hyper travaillée. Enfin voilà, les vrais graphistes, tu vois tout de suite que c'est une image travaillée, qu'il y a une patte artistique derrière, et ça donne pas la même communication. Un article, c'est pareil. Un article écrit par une intelligence artificielle, rien à voir avec un artiste, avec voilà, un article écrit par un auteur qui y met son cœur, qui y met ses blagues, qui y met sa patte. Donc moi oui, je l'utilise ChatGPT, mais voilà pour recueillir de l'information. Finalement, c'est un peu un Wikipédia 2.0 quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Un Wikipédia augmenté quoi. C'est Donc vrai. Je te rejoins totalement sur ça. En fait, ce qui m'a fait penser à ça, c'est que, normalement, on parlait d'environnement pour l'inspiration. Et je pense que, en fait, ce qui est irremplaçable, je pense, dans toutes les années qui vont suivre, dans toutes les années hum, d'existence et même des futures générations, c'est ce côté de créativité humaine hum, et ces émotions que seuls les humains peuvent retranscrire. Tu vois. Les animaux hum, aussi ont des émotions, mais ils peuvent pas le retranscrire comme nous, les humains. Et là, enfin, en tout cas, pas de manière écrite. Enfin, voilà, tu vois. hum, Et là, en fait, ce qui m'a fait penser à ça aussi, c'est que les personnes qui pensent que ça va remplacer leur métier, ben, en fait, ont pas cette vision aussi importante que la créativité a, en fait, dans le monde. En fait, hum. un livre qui est bien écrit ou un article qui est bien écrit, qu'on a envie de lire, c'est parce que derrière, selon moi, en tout cas, il y a ce côté de vision humaine et d'expérience de l'être Il y a humain une qui est âme. retranscrit. Il y a une âme, quoi. C'est ça. Hum. Et ChatGPT ne pourra jamais refaire ce que ressent un être humain et toutes les expériences que toi, tu as eues, tu vois, pour écrire ce que tu fais. Enfin, une intelligence artificielle ne pourra pas avoir ça. C'est impossible Oui, parce c'est le que côté tous ces, anecdotique c'est ça, tous ces souvent qu'on liens, tous ces retient en fait. détails, toutes ces petites histoires, tu Ouais. vois, que tu as pu en fait imaginer et voir aussi dans ta vie et dans ton expérience par tes voyages et par tes Hum. expériences, elles sont uniques. Donc, dès que tu as ça, en fait, dès que tu es un être humain, en fait, tu vas vivre des expériences. Là, j'ai l'impression que je parle à, tu sais, il y a des robots qui nous écoutent et tout. Et Tu tu n'es vas vivre pas humain, tu es un robot. c'est ça. Tu as des expériences qui seront impossibles à refaire, en fait, pour Hum, une intelligence artificielle. Donc voilà, j'ai plutôt une vision positive de ça. C'est que, comme tu dis, ça permet d'avoir un super Wikipédia ou un super moteur de recherche pour hum, gagner du temps et pas te. Par bien exemple, tu sûr. poses une question sur un sujet. Moi, ça m'aide aussi pour ce que je fais en freelance, tu vois. Sur un Hum, sujet spécifique où tu n'as pas trop de connaissances dessus. Ça va t'apporter des pistes à explorer par toi-même et à aller plus loin par-dessus ensuite, tu vois. Mais jamais un article
on va dire, qui est bien écrit ne sera jamais fait à 100% par l'intelligence bien artificielle. sûr. Sachant qu'en plus, ça va se démultiplier sur la rédaction, les gens vont utiliser de plus en plus, et il y aura de plus en plus de Oui, oui, standards. oui. Mm. L'humain est toujours important, tu vois, on a toujours besoin de lui et L'humain et de sa l'humour. créativité. C'est ça, quoi, Parce avec qu'il un n'y a grand pas H. beaucoup d'intelligence artificielle qui ont de l'humour quand même. L'humour, je trouve que c'est une preuve humaine que tu peux pas remplacer. Et Et même être touchant, quoi. ouais, aussi, oui. Mm. Et mais dans mon livre, je sais pas si ça t'a fait rire, mais il y a quand même pas mal d'humour, non? Moi, j'ai pas rigolé une seule fois. Moi, je suis C'est vrai? resté. Non, je plaisante. Ah, Je c'est plaisante. horrible. Non, parce que En moi, plus, des fois, quand je, franchement, ouais, moi, le côté des. Moi, je suis un peu. J'aime bien le côté un peu, tu sais, what the fuck, des fois, ouais, où j'ai des pics de. En fait, tu veux, enfin, pour les personnes qui me connaissent pas personnellement, dans mon humour, en tout cas personnel, mm, c'est souvent, j'aime bien partir vraiment loin dans des sujets mm. très. Tu te dis, mais pourquoi tu parles de ça? Et les personnes avec qui je m'entends bien sont un peu dans ce domaine, dans ce délire-là où tu vas partir sur des petits trucs et qui peuvent t'aller super loin. Et c'est ça aussi que, tu vois, c'est incroyable, ça rebondit aussi avec ce qu'on disait sur l'intelligence artificielle. C'est que ces Mm. liens-là, tu vois, tu les fais que quand t'es humain, quoi. Où tu peux pas partir aussi loin dans certains sujets, tu vois. Avec un robot, je pense que ouais, tu tournes vite en rond. C'est ça, ouais. Où tu pars de la logique et tu crées aussi Mm. une sorte de délire et d'univers propre à tes relations. Et donc là, je l'ai ressenti aussi par rapport à ce passage des grenouilles. En plus, tu m'as montré la grenouille là, donc ça m'a. Mm. Et je pense que si j'ai pas mal de références générationnelles. J'appartiens à une génération voilà, où on a regardé un peu tous les mêmes séries, où on a un peu Hmm. tous les mêmes références. Et par exemple, j'avais complètement oublié que j'avais fait une référence comme ça. Mais j'ai un ami qui m'a dit, ah, sympa ta référence à How I Met. Et moi, je me suis dit, quoi? J'ai fait une référence à How I Met Your Mother, c'est la série. Ouais. Et à un moment donné, effectivement, j'avais complètement oublié, mais il y a un personnage qui a une télé qui sort du mur. Et tu l'as regardé la série ou pas? À Avec remettre, Barney, j'ai pas trop suivi, ouais, non, je t'avoue. Donc avec j'ai pas. Barney Stinson qui avait la télé qui sortait du mur. Enfin, voilà, et ces références-là, oui, c'est sûr, ChatGPT pourra pas les retranscrire, ces petites Dans tout ce anecdotes. mélange-là, ouais, c'est Ouais. impossible. Et Mais il ouais. y a plein de petites références comme ça dans le livre un peu générationnel, où j'appartiens aussi à la génération des 24 heures chrono. C'est-à-dire que le livre, il est un peu scandé aussi comme ça, à l'heure près. D'ailleurs, j'en profite pour aussi dire que, en fait, tu vois, on commence un peu à se connaître avec l'événement qu'on a fait ensemble et tout. Mm, Et c'est vrai que différents sujets, en fait, qui ont été évoqués dans ton livre, bah, je vois, en fait, le pourquoi et mm, le comment, le cheminement. En fait, ce qui est intéressant, voilà, je pense aussi aux collectionneurs d'art traditionnel ou même de crypto art, c'est dès que tu as une relation avec l'artiste et que tu connais, en fait, son mm, histoire, etc., tu comprends mieux, en fait, ses œuvres. Et là, je le ressens directement, tu vois. J'ai un exemple, en mm, fait, à l'écrit, donc je trouvais ça aussi bien mm. de le préciser pour dire en fait aux collectionneurs et aux collectionneuses qui veulent donc s'intéresser à certains artistes, c'est vraiment essayer de comprendre son univers et même d'échanger avec elle ou avec lui pour comprendre en fait pourquoi est-ce que par exemple ce tableau-là, il y a ça en fait, quelle était la référence, pourquoi est-ce qu'il a Tout à pensé fait, ouais. comme ça, parce que c'est pas seulement visuel en fait, tu vois les créations enfin des œuvres d'art donc visuelles dans ce sens-là. Mm. C'est aussi tout un cheminement qui est vraiment intéressant et touchant pour. Enfin, moi, tu vois, il y a des choses dont tu as parlé qui m'ont touché. Et là, je l'ai vu Mm. dans ce que tu as écrit. Donc voilà, petit conseil pour les personnes qui veulent collectionner, et qui veulent aussi lire des auteurs, c'est d'essayer de comprendre, en fait, et d'essayer de Mais rencontrer, si vous avez la chance, des artistes. c'est comme quand tu étudies l'histoire de l'art un peu. Picasso, il a 60 ans de création tout au long de sa vie. Tu sais, il a eu sa période rose, sa période bleue, tout ça. Et souvent, ça correspond à des choses qui se passent dans sa vie. Souvent, il y a eu des auteurs qui ont perdu un enfant, par exemple. Du coup, ça modifie totalement comment ils vont écrire leurs œuvres, tout ça. Et c'est vrai que faire cette vidéo, ça permet aux futurs lecteurs, effectivement, ils m'auront entendu, ils auront entendu les petites anecdotes, ils auront vu la grenouille, donc quand ils liront le passage sur la grenouille, ils comprendront. Et ça les fera marrer, et c'est vrai que ça crée une connexion. Ouais, donc c'est vrai que c'est pas mal. Ça change aussi du format.
un article de journal sur un auteur, sur un livre qui sort, une petite promotion. C'est vrai que le fait de faire une vidéo ensemble, ça permet de rigoler, de se détendre, d'expliquer, non, non, je trouve ça pas mal, quoi. Et c'est pour ça que pour le marché tu vois, des NFT du crypto art, c'est qu'il y a aussi cette nouvelle possibilité, c'est Mm, de partager ta vision sur les réseaux sociaux, de partager ce que tu ouais, veux par vidéo ou même par écrit, mm, sans passer par les intermédiaires de presse plus traditionnels où tu es obligé ouais, en fait aussi d'avoir un certain enfin, il y aura une patte qui sera retravaillée par-dessus et ce sera pas toi le réel, tu vois. Enfin, je sais pas comment ouais, expliquer, mais je veux ouais, dire, il ouais, y a non, je toujours un vois ça très intermédiaire en bien. plus dessus, quoi. Juste, est-ce que tu as d'autres sujets à évoquer? Moi, j'avais juste une petite dernière question. Eh bien, je regarde un petit peu mes notes. Euh, ouais, on a parlé des influences, le fait que j'étais freelance à côté, ça intéresse tes lecteurs ou je sais pas. Ouais, Euh, carrément, si tu peux en parler un petit peu, ce que tu fais en freelance et aussi ce que tu comptes faire par rapport à ton écriture. Et et d'ailleurs, bah, comment, ça rejoint ma question, je pense que tu peux tout répondre d'un coup. Comment est-ce que tu t'organises? Parce que tu m'as dit aussi voilà, c'est ça. que voilà, t'as eu un enfant il y Ouais. a 3 ans du coup. Comment est-ce que tu fais pour organiser tout Bah, ça? Parce que tu as beaucoup d'activités en même temps, c'est donc vrai je que voulais je t'en voulais parler. parler du côté organisation, parce que je pense que ça peut parler à pas mal d'artistes Ouais, et auteurs. Bon, après on a chacun notre organisation, mais c'est vrai que bah, il faut gagner de l'argent. Et moi, je suis un peu en tant que freelance. Alors, je me suis mis freelance aussi parce que bon, j'adore ça, mais c'est vrai que quand on a plusieurs activités, plusieurs casquettes, je ne vois pas comment je pourrais être salarié à plein temps et écrire à côté et m'occuper de la famille, des enfants, tout ça. C'est juste pas possible. Donc, bon, après, freelance, il faut aller chercher des clients, il faut respecter ses engagements, et voilà, c'est tout un cheminement. Mais là, pour l'écriture du deuxième, là, je suis en train de me consacrer des après-midi. Donc, le jeudi et le vendredi après-midi, je vais dans un café et j'écris. Voilà, ça, c'est mon moment à moi. En plus, un peu le week-end, mais le week-end, c'est un peu plus flex. Mais je me suis dit ça. Après, moi, je peux pas écrire du matin au soir comme Joël Dicker, me mettre à 6 heures du matin à écrire. Et non, j'écris pendant 1 heure et demie, 2 heures maximum à la fois parce que en fait, c'est intense quoi. Quand j'écris, c'est intense et après ça retombe et après il y a plus rien qui sort quoi. C'est pour ça que ça donne aussi peut-être l'aspect d'une écriture un peu dans l'urgence, hein, un peu tout le temps dans l'urgence parce que quand j'écris, je suis vraiment dedans quoi, dedans et donc j'écris vite aussi. C'est-à-dire que quand je m'y mets, je peux écrire 3, 4 pages d'affilée sans m'arrêter, quoi. Et après, je retravaille pas beaucoup ce que j'ai écrit. C'est-à-dire que une fois que c'est écrit, c'est plus ou moins ça, quoi. Bon, après, je vais retravailler des mots, des phrases, de la syntaxe, mais l'idée est posée, elle est là et elle bougera pas, en fait. Donc voilà, une organisation assez millimétrée dans la semaine où je me dis, ouais, où je me force à vraiment prendre du temps. Et si j'ai des clients qui veulent un rendez-vous le jeudi après-midi, voilà, je vais dire non, quoi. Vraiment pour me consacrer à ça, pour me discipliner un peu, parce que sinon c'est juste pas possible, on ne trouve jamais le temps en fait. Et donc voilà, en termes d'organisation, en termes c'est vrai que c'est important de le dire, que tout le monde travaille à côté. Je pense que ce qui est intéressant pour les artistes, ça serait d'être prof, parce qu'ils ont 15 à 18 heures de cours et le reste, ils peuvent le consacrer à être, euh, à être artistes, justement, à faire leur création. Et donc, je pense que il y a beaucoup de profs qui doivent être artistes parce que c'est assez pratique, on va dire. Parce que je vois mal un trader, un banquier être artiste à côté parce que franchement, il n'a pas le temps, quoi, tout simplement. Euh, voilà. Et pour la rémunération, bah, c'est un peu aussi comme les artistes débutants. Avant de gagner de l'argent, avant de gagner de l'argent que en étant auteur, je pense que ça représente même pas 0,2% des écrivains. Enfin, faut pas se mentir. Pour info, un auteur gagne 8 à 12% du prix du livre hors taxe. Donc quand on calcule, c'est ridicule en fait. Donc il quelques faut, euros, ouais. Même pas, ouais, même, 1 à 2 oui, euros. Ouais, ouais, je veux pas le dire parce que ça me ouais déprime. non, on le dit pas, on le dit pas. Mais voilà, on peut calculer. Donc à moins que ça fasse un best-seller, franchement, gagner de l'argent avec un livre, faut s'accrocher quoi. Surtout quand tu te lances. Après, Et quand quand tu es tu te lances, une mais quand grande tu te auteure, lances, là, ouais. c'est un projet fou d'écrire. Souvent je dis ça. On passe 1 à 2 ans seul avec ses personnages. On n'a pas de recul. Ensuite, on l'envoie à des éditeurs. Ben, la plupart du temps, ça marche pas.
Et quand ça marche, voilà, il faut encore être visible en librairie, il faut encore faire un peu de social media, des médias sociaux, tout ça, faire la com. Enfin, c'est vraiment un processus très très long. Et il faut se dire que écrire c'est un plaisir et il faut que ça reste un plaisir et il faut que ça reste pour des petits moments comme ça qui sont sympas pour des lecteurs, tout ça. Mais si t'écris pour gagner de l'argent, en gros, bah passe ton chemin, quoi. C'est J'ai ça. envie de dire. Sauf si t'es déjà célèbre ou si t'as pas besoin d'argent, quoi. Sauf si t'as déjà de l'argent, Voilà, c'est ça. t'écris juste, quoi. C'est ça. Voilà, voilà, tu t'amuses, voilà, tu t'amuses juste, voilà. Mais quand tu as ces enjeux-là de te rémunérer et de te faire plaisir en écrivant, il faut donc que tu arrives à caler ça dans ton emploi du temps avec tes missions à côté, parce que sinon, Bah, voilà. c'est impossible. Bon, après, comme les artistes ou les crypto-artistes, il y en a beaucoup aussi qui donnent des cours de logiciels, de Photoshop. Ça, c'est top parce que si tu arrives à donner Mm. des cours sur ta pratique, en même temps, voilà, ça fait délire. Que t'aies pas un job alimentaire à faire Ce vraiment que tu fais, à non, d'ailleurs, fond. tu fais des formations sur ce que tu Voilà, je fais. fais des Ouais. formations, je fais de la rédaction web, donc c'est quand même pas très éloigné. Donc j'écris, je fais du Ouais. graphisme. Donc ça, moi j'ai réussi à trouver un équilibre professionnel en n'étant pas trop éloigné de ce que je fais dans l'écriture. Donc ça, c'est vraiment top, quoi. Ça fait trop bien, ouais, parce que ça te permet aussi de continuer à développer tes compétences, ta C'est créativité ça. pour ton Ouais. activité, enfin, ce qui te fait vraiment plaisir, qui est donc écrire. Et que le travail ne me pèse pas trop parce que enfin, j'ai été déjà dans des jobs avant où tu sors du boulot, t'es complètement miné et t'as qu'une envie, c'est de regarder une série et de rien faire du tout. Enfin, on a tous connu ça, quoi. Bah ça, c'est vraiment typique Mm, des emplois salariés où ça te pompe toute ton énergie et c'est ta ça. créativité et que C'est ça. tu restes coincé dedans. Mais c'est pour ça que j'ai Mm, un peu fui ce côté, ce monde-là, mm. où en fait, tu as l'impression que, on va dire, 95% de ton énergie et de ta motivation, elle va dans ton travail. Et ton travail, en plus, il te fait pas plus plaisir que ça, quoi. Et tu as souvent des collègues qui te vampirisent le reste du Ouais, pourcentage carrément, ouais. d'énergie. Mm. Des collègues très négatifs, on les a tous connus aussi. Tu sais, qui te disent, putain, mais encore une journée de merde. Ouais, Oh, ça va comme un lundi. Oh ah, non, 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 c'est pas j'ai possible. hâte d'être ce week-end. Tu C'est vois, horrible. c'est ça, Oui, quoi. non, non. Ça c'est. Mais il y a beaucoup de freelances ouais, Mm. qui pensent comme ça D'ailleurs, c'est et qui très pourraient pas important. revenir. C'est ce côté en fait de l'environnement de travail, tu vois, qui. Ouais, C'est pour ça que d'ailleurs, t'écris, tu m'as dit dans un café, c'est ça? ouais, souvent, Ouais. très très souvent, ouais. En fait, on sous-estime la puissance de l'environnement sur Ouais, notre créativité, sur notre potentiel, tu vois, bien même sûr. sur notre travail en soi. C'est pour ça que les environnements toxiques, comme tu dis, dans Ouais. les emplois salariés, une fois que C'est- tu es dedans, ben, t'es comme les personnes qui sont dedans, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mm. Et c'est comme, par exemple, hier après-midi, j'étais devant mon écran, je me suis dit, bon, là, je vais écrire. Ça marchait pas trop et tout. Hop, je suis allée au café. C'est bon, là, c'est bon, j'ai écrit Ouais, carrément, ouais. 4 pages, Mm. ouais. Ça, j'adore les cafés et j'en parle beaucoup dans mon livre. Ils sont souvent au café ou au restaurant. Ils sont au restaurant, au café. Ouais, ils se font souvent plaisir dans ton livre. Ouais, les dumplings, là, Est-ce que c'est en rapport avec toi qui aime bien te faire plaisir aussi ou... Ah bah en Asie, on allait souvent au resto, ouais, les dumplings, tout ça. Ouais. Et puis je trouve que c'est très visuel, encore une fois, et ça fait voyager les gens. Quand ils sont au restaurant, et ils voient ce qu'ils mangent et tout, ça fait voyager. Ouais, je trouve. Bah, tout de suite, tu as l'image de la, je sais pas, par exemple, de la rue à Hong Kong où tu te cales pour bouffer et tu as toutes Ouais, les lumières, tu vois, le soir. Enfin, c'est c'est cette ça. image que tu as là. Un peu aussi comme sur la couverture, tu vois. Ces Ah lumières-là. bah là, je peux finir Et... sur la couverture si tu veux, Thomas. Ah, bah, vas-y, ouais. Parce que j'ai une Vas-y. petite. Je t'ai raconté l'anecdote? Je sais pas si je t'ai raconté. Parce que en fait, j'ai rencontré l'artiste de la couverture. Je l'ai rencontré dans un vernissage à Montpellier, au MoCo, au Musée d'Art Contemporain, et il expose des œuvres actuellement. En fait, l'artiste, tu peux le montrer toi parce que moi, Ouais, je vais le montrer, ouais. j'ai un flou. Attends, du coup, La couverture, faut que je parle pour que ce soit moi à l'écran qui s'affiche. Mais en gros, voilà, ça c'est l'œuvre. d'accord. Et là, tu C'est peux donc commenter. C'est Olivier Masmontel, c'est un artiste contemporain français. Moi, j'adore ce qu'il fait. Je l'ai connu il y a quelques années, avant le Covid, sur Instagram. Je le suivais déjà à l'époque. Il est assez doué sur les réseaux. Je suis vraiment fan de ce qu'il fait. Et cette couverture-là, je trouvais qu'elle était parfaite pour Hong Kong. On s'imaginait bien les immeubles, les petites lumières. En plus, il y a l'image d'une femme un peu dénudée. On ne sait pas trop ce qui se passe. C'est un peu mystérieux, tout ça.
Et ce qui est rigolo, c'est donc j'ai rencontré l'artiste donc il y a 3 semaines. Je l'avais jamais rencontré, c'était passé par l'éditeur, hein, donc je lui avais jamais parlé en vrai. Et donc il était super touché de la rencontre, tout ça parce que bon, il était au courant évidemment qu'il avait prêté cette œuvre-là pour le livre, tout ça. Il avait déjà acheté le livre d'ailleurs. Et pour la petite anecdote, c'est pas Hong Kong sur la couverture, c'est New York. Voilà, c'est la vue d'un hôtel à New York qui s'appelle le Standard Hotel. Donc j'ai été, ça m'a fait marrer en fait de savoir cette anecdote-là. Donc en plus le deuxième commence à New York. Donc on a rigolé. Il m'a dit ah bon bah je vais être obligé de faire la couverture du deuxième. Alors je vais m'y mettre maintenant. Et donc voilà, pour ceux qui seraient déçus, bon bah c'est pas Hong Kong, c'est New York. Mais on pourrait être à Hong Kong, hein. Franchement, ça s'y Ah, prête. c'est très similaire, ouais, carrément. Mm. Et Et du la coup, femme, c'est, en fait, juste ouais, pour pardon, vas-y. Vas-y. juste pour la position de la femme, en fait, bah, pour démystifier un peu le truc, en fait, elle est en train d'enlever son soutien-gorge. Voilà, c'est pour ça qu'elle a les mains dans le dos, tu vois, comme ça. Ah, ok, j'avais pas remarqué. Voilà, c'est Ok. parce que souvent on me demandait, mais pourquoi la dame, elle a les mains dans le dos? Et je savais pas, et ben maintenant je le sais. Attends, je remonte pour les personnes qui veulent comprendre Ouais, maintenant. voilà. Tu vois, Bah, c'est ça, hein. la femme, elle a les mains dans le dos. Ouais. Mais franchement, ça ressemble énormément à Hong Kong aussi. Ça Donc, peut, euh, ça peut, ouais. donc lui, en fait, l'artiste avait dessiné quand il était à New York. Il était à cet hôtel et il a Voilà, aussi c'est ça. Ouais, encore l'environnement et son importance tout à pour fait. créer, quoi. Et Mm. cette œuvre-là appartient à un collectionneur à Paris. Et Ok. c'est et il a offert le livre pour la petite histoire. Il a offert le livre à ce collectionneur-là avec son œuvre du coup en Ah couverture. ouais, trop bien, Mm. trop bien. Ça te fait un petit peu de com en même temps. On va pas dire non, quoi. Tout à fait, tout à fait. Mm. Oui. Est-ce qu'il te reste un peu de temps ou tu veux qu'on conclue peut-être? Ben, Tu vas moi, c'est jusqu'à bon. quelle heure, toi? J'ai quand même dit pas mal de choses. Ok. Je suis ravie Parce que moi, de. Oui. je voulais juste rebondir sur un sujet qu'on a évoqué, qui, je pense, qui est primordial aussi pour les artistes qui veulent se lancer. Ouais. On a vu quand même l'importance d'avoir ce pouvoir, on va dire, d'influence Mm. sur un média. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ça, justement? Parce qu'on a vu quand même que, par exemple, d'être connu sur Insta ou Twitter, Mm. c'est quand même puissant. Et toi, comment est-ce que tu appréhendes le futur de ça? Est-ce que tu comptes aussi travailler ça de ton côté? Est-ce que tu penses que c'est vraiment important ou alors qu'il y a d'autres façons quand même de se faire connaître? C'est quoi ton point de vue sur ça? Je trouve que c'est c'est dur, hein. Moi les réseaux sociaux, ça m'angoisse, ça me fait peur. D'ailleurs, j'ai découvert pour la sortie du livre, donc j'ai fait pas mal de com de mon côté, et j'avoue, les réseaux sociaux, c'est vraiment le côté qui est difficile à faire. Sincèrement, si c'est pas ton métier, c'est difficile de se mettre toujours en avant. Comment on se met en avant? Penser à ce que tu dis, la lumière, tout ça, la récurrence. Moi, j'ai du mal à faire des publications dans la récurrence, toujours publier. En fait, publier sur du vide, déjà, c'est un concept que j'ai du mal à comprendre. Tu vois, créer du contenu pour créer du contenu, voilà. Mais là, du coup, j'ai découvert les influenceurs parce que donc le système traditionnel pour la promotion d'un livre, on va dire, ce sont les journalistes. Donc les journalistes, il faut réussir à les intéresser, tout ça, on sait comment faire, tout ça. Mais les influenceurs, je connaissais pas vraiment en fait le système enfin moi je parle des influenceurs livres, tu vois, les booktubers, tout ce qui est booktuber, maintenant c'est beaucoup sur TikTok, les Ah, c'est comme influenceurs. ça que ça se dit? Les booktubers? Ouais, les booktubers, ouais, ouais, tout à Ah fait, ouais? ouais. Ah, ok, bah, Et j'ai découvert un sur nouveau mot. TikTok, je sais pas comment on le dit, mais en tout cas, il y a le BookTok, le hashtag BookTok sur TikTok est très, très, très suivi et marche vraiment beaucoup. Et en fait, Ah ouais, intéressant. c'est les nouveaux systèmes de visibilité du livre, ils sont vraiment en ligne. Mais bah, mon éditeur est un peu dépassé par tous ces systèmes-là, mais même moi, je suis même pas sur TikTok, tu vois. Et j'ai du mal, j'ai pas envie de me mettre sur TikTok. J'ai un frein psychologique, je sais pas pourquoi, mais TikTok, c'est un peu le Ouais, pareil, j'y arrive pas dernier non plus. rempart, tu vois. Ouais. Mais il faudrait que j'y sois. Pour le livre, sincèrement, il faudrait que j'y sois. Mais bon, voilà. Et tout ça pour dire qu'en fait, les systèmes des influenceurs, souvent, alors toi qui, je sais pas si tu te considères comme un influenceur, je sais pas trop comment ça marche. Enfin, moi, je suis un peu novice dans ce milieu-là, je connais pas trop. Mais pour les livres, en fait, eh ben, tu payes, en fait, tout simplement. Pour avoir une chronique d'un influenceur livre, bah, Ah, mais il faut payer.
Je t'ai envoyé mon devis, non, d'ailleurs, Ah pour, merde. Ah non, hein. non, Bah, c'est pas grave, j'enverrai à l'éditeur. Je m'arrange avec eux. Non, mais et du coup, pour moi, naïvement, j'étais hyper naïve. Je me suis dit, ah ouais, il faut payer les influenceurs, mais les journalistes, tu les payes pas. Donc en fait, ça change complètement la réception des informations et ça change la face des informations que tu donnes. Donc pour moi, c'est un système hyper dangereux. Bon, après, j'imagine qu'il y a des influenceurs où tu payes pas, où ils font ça par passion, où Mm. ils se font rémunérer autrement que par le contenu qu'ils donnent, en fait. Enfin, j'espère. Voilà. Et ils trouvent d'autres systèmes. Voilà. Mais voilà, dans le livre, ce que j'ai appris, c'est que il fallait payer et je pense qu'il faut payer cher en plus. Donc, j'ai pas demandé. Dès qu'on m'a dit qu'il faut payer, j'ai fait ah ouais. Mais on peut se poser la question. Bah, encore une fois, c'est le fric qui gouverne ouais, l'information. Enfin, c'est biaisé pour moi. À partir du moment où il y a du fric en jeu, c'est complètement biaisé. Et c'est vrai que dans le système des NFT, ce que j'ai organisé un salon NFT, là où on s'est rencontrés, je me suis rendu compte que pour faire de la communication dans le milieu NFT, et ben souvent, il fallait payer. Ouais, ouais, Payer les podcasts, payer les choses c'est comme ça. souvent. En fait, donc, bon, je me suis posé la question, je juge pas, je dis pas c'est bien, c'est mal, c'est un business model. Mais ça quand même, pour moi, ça façonne l'information, quoi. C'est-à-dire ceux qui sont riches, ceux qui peuvent se payer un beau média, bah, ils auront plus de puissance que ceux qui ont pas. Enfin, on en revient toujours là, on en revient toujours à mes petits Et ouais. artistes de la Maryland versus les gros artistes et les gros systèmes de visibilité. C'est vrai que c'est une question qui m'intéresse fortement et voilà. Bon, j'ai pas d'autre avis dessus, quoi. Mais c'est pour ça que tu vois aussi sur le marché du coup des NFT, tout ce qui est influenceur Twitter, Ouais, enfin, un tweet, ça vaut super cher, quoi. C'est pour ça c'est qu'il y a vrai. beaucoup de gens qui font leur com sur. Moi, j'ai été démarché plusieurs fois, tu vois, par des personnes qui. C'est pour ça que je suis pas tranquille sur Twitter d'ailleurs. Ok. Plusieurs fois par des personnes du coup, qui voulaient se faire connaître et tout, Ok. et qui comparaient les prix. J'ai même discuté du coup avec des gens des influenceurs de ce côté-là, tu vois, sur Ah ouais. Twitter. On fait Et, payer laisse, les tweets aussi? et tu fais payer des tweets, enfin, laisse tomber, c'est Oh, n'importe ça, quoi. je savais pas. Ouais, d'accord. Et donc voilà, c'est que ce côté-là, donc de l'influence. Hmm. En fait, si tu veux te faire connaître à travers des influenceurs, ça coûte un bras et surtout, c'est pas un message que tu veux faire. C'est pas un vrai message, je pense. C'est toujours biaisé, comme tu dis, par l'argent. Plus tu Bah, payes, plus c'est ce vrai que c'est un sera vrai vendu. sujet. Il faut que les Mm. gens sachent quand même. Il y a eu un documentaire, La face cachée des influenceurs. Je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai Je pas pense que vu, non. c'était un complément d'enquête. Je pense que c'était un des premiers compléments d'enquête sur la face cachée des influenceurs. Et je pense que c'est intéressant parce que le grand public est souvent berné, même si c'est marqué sponsorisé par une marque ou je sais pas quoi, c'est en tout petit. On ne sait pas en fait ce Bah, qui se passe. c'est comme manger 5 fruits et légumes par jour pour une pub de fast-food, quoi. Enfin, tu vois, c'est écrit en petit et tu dis, c'est ça. Voilà, il faut savoir qu'il y a du contenu, en fait, c'est de la pub, quoi. C'est du Ouais, marketing, c'est de la pub, c'est pas la vie de la personne, c'est juste qu'elle est payée pour dire ça et c'est dangereux. Enfin, moi, je vois beaucoup de systèmes pernicieux dedans. C'est ouais, je dangereux. suis d'accord. Ouais. Mais moi, c'était plus la question sur créer toi-même, tu vois, ton pouvoir d'influence. Donc pas passer par les influenceurs, mais toi en fait te créer un Ah, nom sur une communauté, enfin de créer une communauté là. Et en fait, c'est comme tu parlais tout à l'heure du crowdfunding, tu vois, ça part souvent de ça. C'est que hum, quand tu as une communauté qui te suit, tu as tout de suite un public qui peut te soutenir et qui peut hum. aussi donc être tes futurs lecteurs ou lectrices. Tu vois. Donc plus ce côté-là, est-ce que tu comptais le faire pour toi ou c'est trop, trop? Bah, je le fais à mon échelle, enfin, je le fais à mon échelle, mais le temps, le temps que ça prend, bah, c'est pas possible, quoi. Il faudrait que j'y suis tout le temps. Et puis, je suis pas du genre à me mettre en avant trop au niveau de ma tête, de ce que j'ai à dire. En fait, ce que j'ai à dire, je le dis dans mon livre, si tu veux. Hmm, Donc, tu vois, j'ai du mal à moi prendre la parole en tant que moi, Juliette Belfiore. Ça m'intéresse pas trop. Mais ça m'intéresse que les gens écoutent ce que j'ai à dire à travers mon livre. Et comme tu disais, tous les sujets abordés, c'est ça qui m'intéresse, en fait. Plus que me mettre en avant moi-même. Voilà. Mais effectivement, j'aimerais bien avoir une communauté pour que mon livre se vende, effectivement, mais je peux pas, voilà, passer ma vie à faire ça. Et c'est aussi, voilà, le rôle de l'éditeur.
Cohen et Cohen, donc qui a une très très bonne image dans le milieu de l'art. Ils sont vraiment très reconnus. Et il y a aussi l'éditeur qui fait sa part, hein, tout à fait. Mais c'est Comme pour ça comme que, un ouais, galeriste pour un artiste, tu vois. c'est pour ça que tu perçois 10% au max, quoi. Ah bah ça c'est dans plus la chaîne du livre, mais c'est en train de changer. Mais ça c'est l'objet d'une autre vidéo, et puis ça t'intéresserait un peu moins parce que c'est sur le système du livre. Il y a toute une révolution qui se passe actuellement. Ah ouais. Et ouais, mais Mais ça, bon, on en ça, parlera en off, un de ces quatre, si ça tu veux, m'intéresse. si ça Mais je pense t'intéresse, pas que ouais. je pense pas que ça intéresse le public qui sont Voilà, pas c'est tous ça, c'est pour ça que. sur l'écriture. Mais c'est une Mm. révolution comme les NFT, hein, dans le marché de l'art, hein. C'est tous les systèmes traditionnels, de toute façon, avec la technologie, blockchain et autres, est amené à se renouveler, en tout cas. Tu m'as teasé, du coup, là, je le note parce que j'ai envie de savoir. Et le monde du livre, c'est aussi un système qui dure depuis trop longtemps et qui est anti-écologique. Donc, forcément, il va bouger, quoi. Oh là, tu m'as donné plein de mots-clés là qui. J'aurais envie de te poser la question, mais non, ça va être trop Mais long non, sinon. non, non, ça fait combien de temps, là? Ça fait longtemps, déjà? Là, ça doit faire 1 heure quelque chose. Ah, bah, Une heure attends, vingt. les gens, ils vont pas regarder jusqu'au bout, hein, c'est trop long, hein. L'interview la plus longue que j'ai faite, c'était 1h40, je crois. Donc, Ouh là 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 là. Ok. Bon, si c'est tu veux déjà pas battre le mal, là. record. Je pense que les gens qui Mais- arrivent jusque-là, ils vont acheter le livre parce que déjà ils ont passé plus d'une heure dessus, donc ils ont été teasés, donc je pense qu'ils vont aller acheter le Bah, livre. j'espère que vous allez le prendre parce que ça vaut le coup, hein. Je fais encore une petite publicité. Et attends, je précise quand même que je suis pas payé pour faire ça. C'est vraiment que j'ai bien aimé, quoi. Il n'y Ok, aura ça pas le marche. petit truc vidéo sponsorisé Ouais, au-dessus. ok, ça marche. Vérifiez par vous-même. Ok, Mais c'était ouais, sincère. juste, moi, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est en fait, selon moi, tu vois, je t'ai Ouais. laissé répondre de ton côté pour l'influence. Selon moi, il y a ce côté pervers, comme tu dis, de payer les influenceurs pour faire la communication sur tes services, sur tes produits. Mais il y a quand même un côté très positif qui est que on peut avoir la parole, tu vois. On peut être Mhm. écouté aujourd'hui sans être quelqu'un de riche ou quelqu'un qui est bien placé dans la société. Aujourd'hui, tu as pas mal de youtubeurs, de personnes sur Twitter, sur différents réseaux sociaux qui sont partis de rien en Ouais. créant du contenu dans leur chambre, comme moi je fais en fait. Mhm. Tu vois, j'ai pas un grand réseau, mes parents sont pas blindés. Enfin, tu vois, une personne vraiment lambda, bah tu peux en fait intégrer, on va dire, une communauté qui serait pas accessible sans avoir le réseau. Tu vois. Par exemple, moi, le marché de l'art et les personnes que j'ai pu rencontrer, si j'avais pas créé ce que je fais aujourd'hui sur Mhm. YouTube, je pense pas que j'aurais pu les rencontrer. Tu vois. Mhm. Et Mhm. là, juste pour donner un peu plus un message de positivité et d'espoir sur ce côté-là, je pense quand même que ça transforme aussi euh, l'influence et le pouvoir aujourd'hui, où tu n'as plus nécessairement besoin, Mhm. d'argent ni de réseau pour te faire entendre et pour faire passer tes idées. Avec les technologies donc des réseaux sociaux, c'est pour ça que j'en parle aussi sur mes vidéos YouTube, c'est que tu as vraiment un pouvoir, même quand tu es artiste par exemple, c'est que tu as un pouvoir de pouvoir, oula, je suis répété, mais de créer une communauté et de te créer vraiment une réputation en tant que quelqu'un qui peut être reconnu, tu vois, sans passer à la télé, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui change, selon moi, les cartes que tu as en main. C'est que peu importe qui tu as quand même une possibilité, même si on va pas rentrer dans les extrêmes, tu vois, quand même d'avoir accès à des technologies, etc. Mais on va dire le français ou la française lambda a la possibilité de se faire entendre et de se faire connaître dans des marchés vraiment qui pourraient être considérés comme élitistes aujourd'hui, ou même dans les marchés, devenir quelqu'un dans les marchés Mhm. moins plus larges, mais d'être quand même quelqu'un, tu vois. Et ça, je veux quand même Mhm. le mettre en avant, que c'est vrai que c'est difficile parce que ça demande du temps, l'énergie à créer du contenu, etc. Mais une fois que tu y prends goût, une fois que tu y prends plaisir, en fait, dès que tu trouves un truc qui te plaît, moi, par exemple, ça a été les vidéos à faire, ça me plaît de les faire. C'est un Mhm. sujet qui me plaît aussi. Eh bien, ça devient quelque chose de naturel et c'est plus quelque chose Mhm. comme toi, comme écrire, tu vois, dans les cafés, ou c'est quelque chose qui te fait vraiment plaisir et qui ne te demande pas de forcer. Et ça, tu peux le Mhm. retranscrire aussi sur certains réseaux sociaux. C'est pour ça que je suis pas sur TikTok parce que je déteste ces formats courts où tu as l'impression que ça te prend tout ton cerveau en 30 secondes. Mhm. Pareil sur Twitter, bah, en fait, je connais pas trop encore. Peut-être que je m'y intéresserai parce que c'est quand même un format écrit qui est assez intéressant.
En fait, dès que tu trouves un type de création qui te plaît, toi qui es l'écriture, voilà, la création vidéo, ça peut en fait apporter du positif sur ta carrière. Tout Et à fait. donc, en étant quelqu'un qui part de zéro ou quelqu'un qui est très reconnu déjà dans un domaine, t'as pas les mêmes cartes de départ, mais tu peux avoir le même jeu de cartes au fur et à mesure que tu grandis. Donc, Tout à fait. Bah, c'est pour ça que quand les NFT sont arrivés, j'y voyais vraiment une excellente promesse, ouais, pour les artistes, quoi. C'est ça, ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. c'est Voilà, que tu as un c'était lien une entre les belle deux. parole de fin, je pense. Bah écoute, ouais, si t'as, juste pour conclure, moi j'aime bien conclure par quand même l'artiste, hein, parce que j'ai pas envie de finir sur moi, ce serait trop prétentieux. Non, mais Et c'était pas surtout mal, que, là. Là, je pourrais pas faire mieux, là. et surtout que ce que je veux dire, c'est vu que je t'interview, enfin ton point de vue est beaucoup plus important que le mien, parce que moi je peux le faire tout seul, hein, mes petites vidéos sur mes propres sujets. Et je termine souvent avec trois petites questions, voire deux. Oula. On a quand même répondu à pas mal de choses. La première chose, c'est est-ce que tu as du coup un résumé de quelques conseils pour les personnes qui aimeraient donc là pour le coup toi c'est se lancer dans l'écriture. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Un condensé, ouais. Ah ouais, j'en ai pas mal parlé tout à l'heure, Un petit mais résumé, ouais, 3 points par exemple. en gros, lancez-vous que si ça vous fait plaisir. Que si vous prenez du plaisir à l'écriture et que ça vous donne une satisfaction personnelle avant tout. Voilà. Il faut pas que ça soit faut pas que ce soit un Il fardeau, faut quoi. pas qu'il y ait une Mm. motivation financière, il faut pas qu'il y ait une pression de l'entourage, il faut pas qu'il y ait un fantasme d'une sortie de livre où on serait connu, célèbre partout dans le monde, où voilà, où tout le monde se déchirerait ton livre. Non, ça se passe pas comme ça. C'est un milieu extrêmement difficile. Et après, voilà, il y a plein d'auteurs qui autopublient leurs livres, qui les font passer à leur communauté, et c'est aussi un autre système qui marche très bien, hein. Moi, c'est voilà, le circuit traditionnel, entre guillemets. C'est voilà, c'est difficile, mais si on peut quand même faire vivre son livre, même s'il rentre pas dans le circuit traditionnel, en autopublication, et voilà, il sera lu par votre entourage, et c'est très bien aussi. Mais si on a un fantasme voilà, de se faire publier, tout ça, c'est long et fastidieux, il faut s'accrocher et il faut surtout être satisfait de ce qu'on a écrit, quoi, d'être content de ce qu'on a écrit. Très bien, je comprends totalement et c'est ce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur ces 0,2% tu disais des auteurs qui peuvent en vivre, quoi. C'est Ah oui, pas oui, oui. c'est comme devenir sportif de haut niveau, enfin c'est la même chose, quoi. Voilà. Ou même chanteur, chanteuse, c'est ça, quoi. Oui, voilà, tous les métiers un peu artistiques. Pardon. Et du coup, deuxième question, c'est comment est-ce que tu vois le marché des NFT et même de l'art de manière plus globale dans le futur, dans les prochaines années? Comment est-ce que tu peux l'imaginer, toi? Bah, je pense que le marché des NFT va prendre de plus en plus de pourcentage dans le marché de l'art. Il y a déjà, chaque année, il y a des chiffres dessus, et là, ça augmente depuis 2020. À chaque fois, la part des NFT grappille. Euh, donc, ce qui est intéressant. Et le futur de quoi d'autre? Ouais, du coup, ben, justement sur ça, Ah oui, le comment est-ce que futur tu des imagines? NFT et du marché de l'art. Et les NFT, oui, je pense que les NFT ont des beaux jours devant eux, mais je pense qu'il va y avoir des systèmes techniques et technologiques qui vont évoluer, c'est-à-dire que parce que là, le NFT, c'est vraiment et l'œuvre d'art et le moyen de paiement, tu vois, c'est lié. Les deux sont vraiment, on peut pas les différencier puisque c'est sur la blockchain et que on paye en crypto-monnaie. Enfin, c'est vraiment indissociable. Je pense qu'on va évoluer. Tu vas me dire ce que tu en penses, mais vers des œuvres digitales où ça va être un petit peu déconnecté du moyen de paiement, quoi. Parce que il y a encore trop de réticence à la crypto-monnaie, parce qu'il va y avoir des régulations au niveau des États sur la crypto-monnaie. Et du coup, il va y avoir des NFT différents. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je sens quelque chose d'un peu décorrélé des crypto-monnaies, en tout cas. Je ne sais pas Plus comment. vraiment garder ce côté certificat numérique, mais sans passer par le paiement crypto, quoi. Tu veux dire, Ouais, ouais, ouais. des choses comme ça, ouais. Qui permettraient d'ouvrir un peu ces œuvres à un système, pas un système traditionnel, mais un système in between, on va dire. Ben, un peu comme tu l'as présenté dans le livre au début.
avec l'event, où les gens à payer en euros ou en dollars, je ne me souviens plus. Ah oui, peut-être. Non, ils payent en crypto, mais je sais plus. Mais je parle de tokenisation. Je pense que aussi la tokenisation va avoir des beaux jours devant parce que je crois beaucoup en l'achat groupé d'œuvres d'art. C'est-à-dire acheter un De Vinci ou une œuvre du patrimoine de l'humanité, mais à plusieurs personnes. Et je trouve que la tokenisation permet de manière un peu plus simple d'acheter de manière groupée. Voilà, c'est une idée Comme après. comme s'il se passe avec le marché immobilier. Voilà. Ok. Et ensuite, dernière question. Attends, je m'en souviens plus. Je crois qu'on a déjà répondu. On a déjà répondu avec ça. Là, je t'avais parlé du coup des NFT, le marché de l'art. Et du coup, ouais, comment t'imagines les artistes de demain? Qu'est-ce que ça va changer pour eux? L'artiste de demain, comment est-ce qu'il va être selon toi? Là, non mais là, tu me prends le cours. Hein, là. L'artiste de demain, bah, c'est déjà l'artiste d'aujourd'hui, c'est-à-dire je vais partir dans un truc complètement philosophique. L'artiste de demain, écoute, je vais plancher, j'ai 4 heures, c'est ça? Un petit sujet de philo. Non, On fait pas. De toute là, façon, là, le pourcentage des personnes qui nous écoutent encore. ouais, est très très faible, à 0,2%. Bah, l'artiste de demain saura utiliser Midjourney et saura s'approprier les outils et cassera et fera un fuck aux galeristes traditionnels pour vendre de leur côté avec leur communauté. Mais c'est déjà ce qui se passe actuellement, en fait. Ouais, Donc, tu penses que ouais, la plupart des artistes vont faire cette transition ou tu es quand même réticente par rapport à ça? ouais, Est-ce que je ça va devenir pense une que obligation? C'était plus ça la question. Ouais. Est-ce que ça va devenir une obligation pour le marché de l'art? je sais pas, mais j'ai un peu peur du système de marque un peu, du système l'artiste Hmm. marque. Mais bon, c'est comme ça. En fait, il y aura toujours un peu de tout, quoi. Bon. Mais là, j'ai plus le cerveau disponible pour vraiment me pencher dessus. Mais si jamais ça me vient, je le mettrai en commentaire, tu vois. Avec plaisir. N'hésite pas à faire un commentaire sur Je la te vidéo dirais, YouTube. Thomas, Hmm. j'ai eu une illumination dans la nuit, parce que c'est souvent comme ça, j'ai une illumination dans la nuit. Je pense que l'artiste de demain sera ça, voilà. Mais là, Très bien. Bah, plus personne écoute, je peux dire n'importe quoi, y a pas de problème. je te laisserai la liberté de répondre en Ça commentaire. Et en marche. plus, ça me fera un petit peu de référencement sur la vidéo. Donc, c'est bien pour toi et pour moi. Donc, Ça marche. ça, c'est cool. En tout cas, je te remercie pour l'interview. C'est vrai qu'on a passé quand même, là, c'est quoi, 1h32 ensemble. Ouais. On n'a pas fait ton Je sais pas record, mais si, c'est pas. je sais pas si ça va battre mon record, mais peut-être qu'on s'y rapproche. Donc, c'est cool. Ah oui, un petit dernier, si tu veux faire ta pub vite fait, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Comment est-ce qu'on te retrouve, etc. Suivre ton travail? Bah, le livre, c'est pratique. Dans toutes les librairies, tu peux le commander. Après, si tu tapes hacking à Hong Kong sur Internet, il ressort partout, la Fnac, Ok. Amazon et tout. Mais il faut savoir que 40% du prix de livre va au point de vente. Donc, moi, je préfère que les gens aillent l'acheter en librairie plutôt que voilà sur Amazon, machin. Parce que pour faire vivre les librairies, tout simplement. Et bah, moi-même, oui, je suis sur LinkedIn, je suis sur Instagram, tout ça. Mais enfin, je poste Du pas coup, de. Instagram, Twitter aussi, je crois que tu es dessus. Oui, Twitter, j'aime beaucoup LinkedIn. Twitter. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé Twitter. Mais tu m'enverras tous tes liens, je les mettrai dans la Un peu description. moins Comme ça. dernièrement, mais j'ai l'impression que tout le monde est parti de Twitter. C'est terrible, il y a Ah plus ouais, personne. c'est vrai? Ah bah ouais, ouais, depuis un an là, j'ai même envoyé des petits messages hier. Tout le monde m'a dit, ah non, mais moi j'ai plus de compte Twitter, hein. Il y a vraiment un vide depuis quelques temps là, et donc je suis un peu triste parce que j'ai toujours aimé Ça, c'est dommage parce que je voulais m'y Twitter. mettre cette année. Bah, c'est peut-être trop tard. C'est dommage. Non, mais je sais que dans la crypto, il y a encore. Moi, je suis beaucoup d'artistes crypto, justement NFT sur Twitter. Et c'est vrai que c'est un bon média. C'est Mais vraiment ouais, un. dans ce marché-là, ouais. Mais là, Ouais, j'aimerais aussi faire plus pour mon compte personnel. Tu vois. Enfin bref, dommage. ouais. Ok. Moi, j'adore repérer des artistes sur Twitter, hein. Enfin, vraiment. Et dans les NFT, il y en a beaucoup. Donc ça, c'est Ouais. cool. Mais c'est un des Euh, principaux canaux. Tous les influenceurs de crypto art et tous hum, les artistes sont là-bas, quoi. C'est pour hum. ça que même les Mais bon, collectionneurs. Twitter a ses propres codes et c'est un peu difficile. C'est pas du tout comme Instagram, quoi. C'est un truc qui est un peu plus recherché pour avoir des likes et tout. Enfin bon, ouais. Il faut C'est pas vrai. s'attendre à avoir des likes sur Twitter, hein. Alors que sur Insta, c'est un peu la course au like.
En tout cas, je mettrai tous les liens dans la description, comme ça les gens pourront voir ce que tu fais. Et du coup, ton livre, tu peux le commander sur toutes les, enfin, Toutes les sur librairies. toutes les librairies, toutes les plateformes aussi, mais préférez librairie parce que 40%, comme tu dis, du prix va aux personnes qui les vendent. Ouais, Donc, c'est faire ça. bosser librairie, c'est peut-être plus sympa que faire bosser Amazon. C'est Ça, c'est un ça. point de vue personnel, même si vous pouvez quand même commander le bas. Bref. Tout à fait. En tout cas, merci Juliette pour ton Il n'y a pas de interview. quoi, merci à toi, hein. Super cool, j'ai vraiment adoré le livre, je tiens à le préciser, et j'attends quand même la prochaine fois qu'on se verra une petite signature, parce Yes, que la pas de signature, problème. peut-être que je pourrais en faire un token et Des le vendre plus tard. dédicaces. D'ailleurs, je serai au marché, au Salon du Livre de Montpellier. La Comédie du Livre, pour ceux qui passent par là, je vous dédicacerai avec plaisir. Et si j'ai un autre salon d'ici là, je mettrai en commentaire si vous voulez me C'est quand retrouver. les dates, du coup? C'est le 10 à 12 mai. 10 à 12 mai, ok. Bon, on pourra le préciser aussi dans la Ok, description, comme ça les gens pourront voir, ça en marche. tout cas. En tout cas, merci beaucoup, hein. Je te dis à bientôt, parce que je pense qu'on Ça va se marche. revoir d'ici là. En plus, il y aura le deuxième que je voudrais lire aussi. Et merci pour ton temps, parce que c'est vrai qu'on a mis, du coup, je le précise, 1 heure et demie. 1 heure et demie ensemble, ce qui est un bon record. Je commence aussi à être fatigué. J'ai fini mon café depuis longtemps. Ouais, moi aussi. C'est l'heure de manger là maintenant. Et du Bon coup, ouais, bah, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis jusque-là. ouais. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à Juliette, vous pouvez les poser directement sur ses différents réseaux sociaux ou en commentaire. Je pense que tu regarderas aussi les commentaires pour Ouais, bien sûr, bien sûr. avoir un suivi de la vidéo. Mais merci beaucoup. À bientôt, du coup. Et je te dis bon courage pour la suite. Et c'était super intéressant d'avoir ton point de vue Merci. sur À tout ça. bientôt tout le monde. Et bon appétit parce qu'il est Ouais. midi. Allez, salut.